Nous sommes jeudi sur notre antenne Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous retrouver pour cette autre édition du 10-12 le Zénith. La France qui fait une entrée fracassante dans la crise anglophone au Cameroun. Tout récemment, on a assisté à la visite de Jean-Baptiste Lemoyne. Il est secrétaire d'État en charge de l'Europe et des affaires étrangères en France, mais également cette déclaration de François Hollande hier qui dévoilait justement le contenu de ses propos avec Paul Biya et qui évoquait les mots forts, le pluralisme, la décentralisation, mais également l'État régional comme étant des pistes de solution de la crise anglophone, mais aussi la visite hier à la commission Moussonguet de Gilles Thibault, c'est l'ambassadeur français au Cameroun, dont la France qui fait ainsi une entrée fracassante dans la crise anglophone, une crise anglophone monopolisée jusqu'ici par les États-Unis et souvenez-vous des propos de l'ambassadeur américain au Cameroun, mais également le Congrès américain et surtout les propos incendiaires de la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley. Donc c'est clairement une réponse à tout ça. On verra ce que cela aura comme conséquence. Nos équipes sont en place pour ce jeudi 5 juillet 2018 sur Equinox Télévision. L'équipe est en place. On va commencer à la présenter comme chaque matin. C'est un rituel. Hein. Alors, d'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Mais attention, mais quand même. Alors, je veux bien comprendre quelle est... Parce que il faut dire que Charlamel, de retour hier, nous a dit avoir vu des choses qu'il a relatées. Est-ce que désormais, ce que vous verrez, vous n'en parlerez plus? Alors, ce serait dommage pour la démocratie, pour la République. Qu'il n'en parle plus. Charlamel et moi, on est agressé par les Occidentaux à travers vous ici, peau noire, masque blanc. C'est une explication. En plus, ce qui se passe dans notre pays, il a préféré se taire. Moi, je pense qu'il doit se taire. Non, je vais laisser. Non, voilà, Charlamel. Quand même. J'avais décidé de ne pas parler. Non, mais non, il faut parler. Non, mais Charlamel, il faut qu'on soit clair. Le Cameroun est un pays qui a consacré par des lois en 90 les libertés. D'ailleurs, le juge judiciaire est appelé juge de liberté. Donc, la liberté est le principe, en règle générale, dans ce pays. Monsieur Eric Fopoussi, je suis scandalisé. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas parler. J'ai choisi volontairement de me museler. Quand j'apprends que Jacques Famendongo, à lui seul a cotisé 20 millions. Monsieur Eric Fopoussi, où prennent-ils tout cet argent? Oui. Mieux vaudrait ne pas parler. Un sac, 20 millions de francs CFA. Il est ministre depuis longtemps, Charlamel. Est-ce que dans son village, il y a un commencement de points d'eau potable? Pas encore. Est-ce que la route qui va dans son village est une route viable? Est-ce que dans son village, il y a l'énergie électrique? Est-ce que dans son village, les gens sont bien installés? Est-ce que là-bas, on mange à sa faim? Est-ce que là-bas, on va à l'école comme il faut, comme il se doit? Est-ce que là-bas, il y a un commencement de est-ce un lycée ou une école primaire? C'est des questions qu'on se pose ce matin parce que notre élite a abandonné les Camerounais. Voilà, on parle de décence. On parle de décence, on parle de vivre ensemble. Ce vivre ensemble-là ne doit pas être que des mots. Le manger ensemble, si vous voulez, doit être la priorité pour tous dans un pays qui se respecte comme le Cameroun et qui a d'énormes ressources naturelles. Merci Charlamel Batchou, on vous retrouve à 10h30. Cette fois-là, vous parlerez, vous ne tairez plus, on imagine. Également sur le plateau, ce matin, on accueille Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est regrettable de traiter un compatriote qui est arrivé au niveau où je suis avec autant de légèreté. C'est pas de moi, c'est de Kondo Dang qui avait été suspendu du Parlement panafricain et puis qui revient et qui réagit par rapport à ces soupçons de corruption, malversation. Oui. Et puis on revient justement sur ces déclarations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Il faut dire qu'il d'ailleurs s'est plaint qu'on puisse relier
croyez partout qu'il a été suspendu, c'est pas le cas. Il n'a pas été suspendu. Il s'agit d'une décision qui visait à suspendre le budget du Parlement panafricain. Donc, pas du tout le Parlement panafricain et pas Konodan lui-même. Donc, il est clair que désormais, l'audit est lancé par le chef d'État de l'Union africaine qui souhaite faire la lumière sur cette question-là. Et lui, il a pris les devants pour dire qu'il n'est concerné à rien. Sur tout ce qu'on lui reproche. Voilà. Donc on revient sur ces précisions. Éric Fopoussi dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et pas mal d'informations. Merci à vous Florence, et toujours aussi scintillante et joviale chaque matin sur ce plateau, madame, messieurs. Également sur le plateau, Bengad, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue l'ambassadeur de France au Cameroun. On avait fait semblant d'oublier la mère patrie, il est venu lui-même. Nous sommes allés au Canada et en Suisse pour apprendre la vie communautaire. Il vient de nous rappeler que les choses ne devraient pas être comme ça. Il est allé lui-même voir ma femme Moussonga, précisant un certain nombre de choses. Merci, monsieur l'ambassadeur, parce que quelquefois, ça nous échappe. Voilà. Alors, un complément d'information pour dire que la métropole est de retour dans ses différents territoires, entre guillemets. Alors, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la commission ou le comité ad hoc du plan d'urgence d'assistance humanitaire s'est réuni donc hier et annonce dans les prochains jours une descente sur le terrain. D'aucuns estiment que c'est le président Paul Biya qui a donc enjoint ces gens-là à aller sur le terrain pour commencer à mettre en place ce plan d'urgence. On espère bien que l'argent qui est prévu pour ceux qu'on va alimenter là-bas sera donné effectivement à ceux qui en ont besoin. Parce que dans ce pays, on se connaît, des gens vont se transformer en déplacés internes et pourtant ils sont bien d'où l'on sait. Madame, monsieur, démarrons cette émission ce matin avec évidemment son architecture habituelle, avec l'histoire du jour qui est dans l'apanage de Haribel avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Ne parle pas. Moi aussi, ne parle pas. Les choses de ce pays m'énervent, je ne parle plus. Les gens m'ont fait, même mes enfants sont perdus à la maison. Je parle de vos histoires chaque jour. Qui parle aussi, papa? Je ne parle plus. Si vous ne me flattez pas, il ne parle plus. Paul Haribel. Flattez-moi alors. J'ai un très beau teint. Merci. Tu ne dis rien. Je ne parle pas alors. Alors c'est extrêmement... Alors je parle pas. C'est ta co-épouse qui te demande de parler. Voilà. Et vous qui prenez le dialogue. Alors Charles Hamel parlait d'auto-musellement. Je me sens muselé par Haribel ce matin. Non, je me sens muselé. Oh bon. Moi, je me sens tu me frustres alors en disant ça. Alors, tu me frustres. Alors, Haribel qui débarque sur ce plateau ce matin, paré de ses plus grands atouts de beauté et tout ce qu'on peut imaginer comme scintillement. D'ailleurs, je me sens particulièrement à l'aise ce matin. Voilà pour cela. Voici l'histoire du jour. S'il vous plaît. À rougir, hein, je rougir. Ok, Éric Fopoussi, je n'ai pas le choix. Bonjour Chalamel. Bonjour Florazé. Bonjour Bombo. Et bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, on va parler d'aide. Est-ce qu'on doit encore aider les gens ici dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme qui allait au marché central. Elle allait faire ses achats. Hein, Florazé? Elle dit elle a tout dépensé. Au point où elle est restée avec 100 francs. Et elle habite au Carrefour Agip. Et du marché central, Carrefour Agip, vraiment, même en moto, ce n'est pas 100 francs. Il y avait les bagages. Elle a affronté un Benskinner, elle a expliqué son problème. Elle a dit, voilà, je n'ai que 100 francs, franchement, je n'ai plus rien, s'il te plaît, aide-moi. Le Benskinner, ayant un bon cœur, il a transporté la dame au Carrefour Agip. Il arrive net où les Benskinner gare au Carrefour Agip, il gare. Il demande à la dame de descendre, la dame dit qu'elle ne descend pas, que ce n'est pas ici, que c'est un peu devant vers la station, que non, dépose-moi vers la station. Il dit que mais ça c'est trop demandé, Pembombo. Tu m'as dit, tu as 100 francs. Que tu arrives au Carrefour Agip, tu habites au Carrefour Agip. J'arrive au Carrefour Agip, tu dis que ce n'est pas ici, que c'est devant, pardon la main. C'est bon, descendez non, prenez les 100 francs là non. Vous prenez notre moto qui va vous amener où vous voulez, franchement. Ma part suffit comme ça. Elle dit, je ne descends pas. Elle commence à faire le boucan au point où les gars sont sortis du quartier, bastonner le Benskinner. J'ai dit bastonner au Benskinner parce qu'il a l'hôpital comme je vous dis là. Le gars à l'hôpital depuis hier. Parce que la femme a décidé qu'elle ne descende pas de la moto, qu'elle n'est pas arrivée à destination. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aide. Est-ce qu'on doit encore venir en aide à une personne, Éric Fopoussi? Voilà l'histoire d'une dame qui s'est passée hier au Carrefour Agip. Et présentement, le Benskinner, il est à l'hôpital. D'accord.
Très bien. Donc, l'histoire de ce matin nous permet de parler de la gratitude et de son corollaire opposé qu'est l'ingratitude. Et un chanteur, d'ailleurs camerounais bien connu, du Bikoutsi avait tout récemment chanté ingratitude quand tu nous tiens, de ces personnes qui le plus souvent se croient tout permis dans nos différentes sociétés et dans nos quartiers et qui n'ont pas cette once de reconnaissance après un bienfait. Dans un contexte comme celui-ci et de capitalisme exacerbé, de matérialisme libéral tel que prôné par Karl Marx, on peut évidemment mettre tout cela en perspective sur ce programme ce matin. Alors bon, Bengan, ma première question ce matin, c'est pour vous, est-ce que évidemment cette femme dans sa manière de procéder n'est pas la résultante de ce que vous décrivez le plus souvent et dénoncez par là même d'une déflagration sociale où les repères sont de plus en plus en perte de vitesse? Oui, il faut dire que la société n'est pas divisée en bons personnes d'un côté et des méchants de l'autre. Elle n'existe pas. Nous sommes dans un enchevêtrement de bons et de méchants. Ou alors de bons et de moins bons, parce qu'apparemment le terme méchant n'est pas ça. Mais la femme, cette femme, elle est méchante. Mais ça ne veut pour autant pas dire qu'on ne doit pas continuer à aider. Il faut aider. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a ce qu'on fait de bien est emmagasiné quelque part. C'est comme une banque universelle. Mais ce qu'on fait de mal est quelque part, est consigné quelque part. Donc, ce mototaximan qui a cru bien fait, qui a bien fait une action, bon, malheureusement, il s'est retrouvé dans une situation inconfortable, agression, et effectivement, ça marque ce que vous avez dit, la déflagration sociale. C'est-à-dire que vous venez, la femme pleure, vous le voyez, elle n'a pas été agressée, vous venez vous trouver parce que c'est votre maman de quartier, vous vous mettez à taper sur le mototaxi qui pourtant l'a aidé pour rien, puisqu'il lui a même dit d'utiliser ces taxis. C'est vrai que les échanges peuvent être passés entre les deux qui pourraient irriter la femme, mais quoi qu'il arrive, cette femme a tort et elle a tort. Elle a tort. Donc, juste dans ce genre de situation, il est seulement important que ceux qui l'ont bastonné aillent lui demander pardon et le prendre en charge à l'hôpital. Vraiment lui demander pardon, un pardon sincère, surtout à commencer par ces dames. Commencer par cette dame doit aller demander pardon et le prendre en charge de tous les soins médicaux. Se réconcilier, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, ok. Florazé, comment vous analysez et vous comprenez la violence avec laquelle cette dame a répondu au bienfait de ce conducteur de mototaxi? Non, je suis du même avis que Mbambok. Elle a très mal agi. Je ne sais pas si le Bentikina peut porter plainte pour coups et blessures, oui, parce que comme le code pénal le prévoit. Agresser, oui. Donc c'est également ça. C'est un peu comme quand on était dans la rue ou alors par pure confusion, hein, on se fait interpeller et puis on a la population qui arrive, qui est toujours prête à intervenir avec un élan de colère et plus souvent poser des actes. Vous relevez des actes, ici la question de la justice populaire. Oui, Eric Fopoussi. Oh oui. Je juge personne. Donc je trouve que... Moi, par exemple, ce matin, cette histoire me parle. C'est un peu comme si j'étais avec Haribel. J'ai dû laisser pas mal de pièces à un taximan ce matin à cause du problème de monnaie et autres. Donc ça veut dire qu'il existe encore des personnes à la bonne moralité. Maintenant, on se trouve dans un cadre aussi, Eric Fopoussi, où on a ces mototaxis ou alors même ces taximans qui ne sont pas toujours très honnêtes. Souvent, vous dites au chauffeur, laisse-moi à tel endroit. Et souvent, vous avez conté une histoire ce matin et il ne connaît même pas très bien la destination. Il arrive à un carrefour, il dit, madame, vous êtes arrivée. C'est à vous maintenant d'expliquer au monsieur, mais non, vous vous trompez. Ce n'est pas là, c'est là. Et on commence à passer par des discussions inutiles. Mais non, et puis on commence à se cravater et se traiter avec non, mais il y a quand même des femmes, il y a quand même des personnes, pas des femmes, des non, personnes qui dérangent. Je veux dire non, parce qu'en fait, à un moment donné, est-ce que quand vous prenez un véhicule ou un transporteur, il est obligé de vous laisser devant votre porte? Vraiment, à un moment donné, soyons sincères. Non, mais c'est le prix, ça coûte, ça a un prix. Oui, ça a un prix, les mototaxis, ça a un prix. Ça veut dire que c'est au départ. On commence à négocier tout ça au départ. Laisse-moi au carrefour à Jeep, j'ai 100 francs.
ou laisse-moi, je sais pas moi, Bepanda, Yoyon, je dis n'importe quoi, j'ai 200 francs, j'ai 300 francs. Il ne faudrait pas que, arriver à destination, le chauffeur, parce que quand vous tendez de l'argent, au moment où il doit vous rembourser, il vous rembourse peut-être moins. Mais c'est quoi? Donc c'est un peu ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont du mal, qui ont la peine à indiquer où elles vont, puisqu'on parle des gens. Ça veut dire que vous pouvez dire Carrefour Agip clairement, mais sauf que ce n'est pas vraiment Carrefour Agip. Oui, on arrive à Carrefour, vous dites non, c'est un peu devant à 10 mètres. Oui. Alors, à ce moment, oui. C'est pas la même chose. Justement, je suis avec vous. À ce moment, c'est ce que la dame aurait dû faire. Oui. Ça veut dire demander la clémence du chauffeur, implorer même au chauffeur avec beaucoup de gentillesse, pas parce que là, elle est passée par le mépris, elle est passée par l'orgueil, etc. Et étant dans son quartier, elle s'est fait aider par les uns et les autres qui sont venus justement réagir comme il ne fallait pas. Donc, je crois que c'est autant de situations. C'est-à-dire que ce matin, j'aimerais également qu'on ouvre les vannes, tant du côté de ces chauffeurs taxi, mototaxi et autres. Tout le monde doit être honnête. Et puis, les négociations, ça se fait au départ. Et puis, par exemple, vous allez prendre un taxi je vais prendre un exemple en Saint-Dalip. Oui. Prenez un taxi parce que vous voulez par exemple arriver à Bali. Je prends un exemple, immeuble Orménie. D'accord. C'est 100 francs, Eric Fopoussi. Mais parce que vous donnez un billet de 500 francs, une pièce de 500 francs, parce que vous n'avez pas précisé, le chauffeur, quand vous allez à la destination, il défacte 250 francs. Oui. Maintenant, le débat, c'est, ouais, chauffeur, toi-même la distance, toi tu ne peux pas réfléchir. Vous voyez, ça devient encore une longue, justement, ça devient encore une longue discussion. Ça veut dire qu'à ce moment, c'est le chauffeur qui doit aussi être peut-être amour, clément, vraiment la distance. Peut-être que la dame ou le monsieur avait prévu 100 francs. Est-ce que les 400 francs qui restent, c'est tout bon? Je crois que chacun doit quand même être... de la distance, hein, puisqu'on n'a pas un compteur. Le kilométrage, le compteur n'a pas été fait pour le prix de 250 francs. Donc après, quand vous entrez dans son taxi, écoutez, c'est 250 francs. Si vous ne dites rien... Vous voyez l'exemple que je donne ce matin, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même être humain. Vous voyez l'histoire de ce matin, si la dame était humaine, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Encore faut-il, évidemment, dans vos propos, voir si l'histoire que la dame raconte est réellement ce qui s'est passé, puisque ça peut arriver qu'une femme comme ça instrumentalise l'histoire et qu'on se retrouve ici en train de faire... qu'elle accepte quand même comme baston le mototaxement qu'il a aidé. Oui, c'est une horreur aussi. D'accord. En tout cas, il faut dire que faire du bien ne se perd jamais, comme a dit ce matin sur le plateau. Non, mais il y a des personnes qui restent, parce que pour le phénomène, excusez-moi, il faut pousser des motos, taximens et autres, ils sont tellement exposés. Parce que, par exemple, vous prenez une moto, vous dites au chauffeur, vraiment, je n'ai pas assez de moyens, mais laisse-moi à l'entrée du quartier, là, quand j'arrive, je te... Plusieurs personnes malhonnêtes l'ont fait. C'est-à-dire qu'arrivée, elle entre, elle ne ressort plus jamais. Le Ben Skinner reste là, il attend. Sinon, comment? Il attend. Le client n'est plus jamais revenu. Et surtout qu'il y a un code. Il y a un code de sécurité pour ces mototaxis là, parce que lorsqu'un client commence à avoir une telle attitude, le code de sécurité demande que vous soyez prudent. Parce qu'elle peut vous emmener dans un guet-apens et vous arracher votre moto. Donc, le monsieur a juste appliqué ce code-là. Mais il faut aussi dire, et ça c'est important, parce que un bienfait ne se perd jamais. Ce matin, je raconte une histoire que moi j'ai vécu ce matin, très tôt le matin, quand j'arrivais à Equinox. Alors, il se passe que j'avais pas de pièces hier soir quand je dormais, j'avais que des billets. Alors, il se passe que j'avais 75 francs sur moi comme pièce. Alors, du feu rouge au Carrefour Mobile pour moi, c'est 100 francs moto, normalement. Donc, j'ai proposé 100 francs. Il dit non, mais je n'ai pas les 100 francs. J'ai 75 francs seulement. S'il te plaît, mon frère, je n'ai que des billets sur moi. Est-ce que tu peux me prendre? Alors, le gars, et sincèrement, je tiens à le saluer ce matin, il a accepté sans broncher et arrivé à destination, je lui dis merci beaucoup parce que là, c'était cuit. Et donc, du coup, c'est ça. Ça peut arriver qu'on soit dans le besoin et l'attitude, avoir, c'est de pouvoir être reconnaissant, d'avoir la gratitude qui va avec. Alors, cher Lamel, est-ce que vous avez, évidemment, comme nous, sur ce plateau ce matin, un coup contre cette dame? Monsieur Eric Fopoussi, vous avez souhaité que je parle, je vais parler. Cette femme est une bandite. Cette femme est une bandite. Et elle est la chef d'un gang, elle est la cheftaine d'un gang de bandits et de braqueurs. Monsieur Eric Fopoussi, elle ressemble à de nombreux Camerounais, dont je ne peux citer les noms ici, qui effectuent des voyages, transformant les bus des voyages en un supermarché.
Chaque zone, on fait des achats. Chaque zone, on fait des achats, comme si on ne pouvait pas préparer son voyage. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme savait ce qu'elle allait acheter au marché. En sortant, elle a pris conséquemment l'argent. Je veux faire les achats, le plantain, tant, le haricot, tant, l'huile, tant, les condiments verts, tant, ceci, tant. Il devrait me rester le transport aller-retour. C'est la première chose qu'on sécurise même lorsqu'on va au bar. Le transport retour. Alors cette femme a fait exprès. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi. Les Camerounais sont trop frustrés. N'ayons pas peur de le dire. Oui. Pour un rien, les Camerounais veulent les fusions, le show. Les Camerounais adorent le show. Sortez là, commencez à parler seul, vous aurez 300 motos autour de vous. Parlez seul, hein. Déboutonnez-vous seulement, vous aurez 300 motos. Même ceux qui vendent vont abandonner pour venir regarder. C'est ça ce qu'on vit au Cameroun. Des Camerounais qui sont en manque de spectacle. Oui, voilà ce qu'on vit au Cameroun. Oui. Donc voilà une femme qui arrive au quartier, elle sait là où, est-ce que c'est membres du gang, flan, elle descend là-bas, commence à élever la voix, les gars sont ils agissent. C'est pareil, elle aussi, elle le fait. Vous avez des mamans qui viennent défendre des cas où elle sait que c'est son enfant qui est coupable, c'est l'enfant qui est coupable. Donc c'est pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que nous avons, n'est-ce pas, cette maxime qui dit l'homme n'est bon, mais la société le rend mauvais. Nous avons des gens qui ne trouvent de satisfaction que dans le mal. Oui. Ça, il faut le savoir. Oui. Que lorsque vous sortez, préparez-vous quelque chose, à tout moment, quelque chose peut vous arriver. À tout moment, quelque chose peut vous arriver. Lorsque vous sortez de chez vous, vraiment attendez-vous à tout. Il y a de sécurité que ce soit. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cette femme et ce quartier, vraiment, je pense qu'il faudrait que les éléments d'équipe spéciale d'intervention rapide fassent une descente là-bas pour rafler complètement. L'Afrique n'a pas connu des flâneurs, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est là où je dis, honte à tous ces chefs de quartier. Honte à tous ces chefs de bloc qui ne valent rien. Excusez-moi l'expression, ils ne valent rien. En Afrique, monsieur Eric Fopoussi, dans l'Afrique des Bantous que j'ai connu, on occupait les flâneurs. Le chef de quartier, le chef de bloc recrutait, procédait par un recrutement de tous les flâneurs. Ceux qui ne faisaient rien, on dit ok, tu ne fais rien, ton travail c'est de mettre la cité propre. Dans chaque famille, on devait collecter, cotiser pour prendre en charge et les enfants, parce que cette personne n'a pas, ou ces personnes n'ont pas eu la possibilité d'avoir un emploi, d'avoir un bon boulot. On leur dit, vous allez vous occuper de la sécurité à travers les comités d'autodéfense. Absolument. Vous allez vous occuper des investissements humains. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, on dit collecte pour l'investissement humain. 500 francs, 50, 100 francs. On collectait cet argent qu'on répartissait aux flâneurs de quartier. Bien sûr. Alors vous avez des chefs qui ne foutent absolument rien. Qui passent le temps à commander dans les quartiers, on se demande pourquoi on les a nommés, et vous avez des femmes et des individus donc qui se retrouvent n'ayant rien à faire, à braquer, parfois en pleine journée, avec des mamans qui les protègent. Voilà, absolument, cher Lamel. D'ailleurs, je reviens sur votre discours sur Jean-Jacques Rousseau pour dire que l'homme n'est bon et la nature le rend mauvais, pour dire que Hobbes également, à contrario, a estimé que l'homme n'est mauvais, que l'homme c'est un lupus et l'homme est un loup pour l'homme en réalité. Donc, les deux doctrines peuvent s'affronter sur ce plateau ce matin et comprendre évidemment quels sont les agissements de ces personnes-là. Et je rappelle que les badauds au Cameroun, ça court les rues. Ils sont dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Aujourd'hui, ils sont dans tous les quartiers. Les chefs ne font pas le travail. Oui. Ils ne font pas le travail. Oui, les chefs sont souvent chefs pour s'enrichir et aller commander auprès des élites pour trouver de quoi manger. D'ailleurs, j'étais hier avec quelqu'un qui me disait quels sont les avantages d'être un chef et j'ai failli me crêper le chignon avec lui parce que je me dis mais c'est pas possible, vous avez des missions importantes mais lui ne pense qu'à se remplir la besace, la panse et du matérialisme exacerbé. Sur cette question également ce matin, Haribel, mais cette femme quand même, elle a du répondant hein, sur le plan, on va dire que le diable peut s'asseoir à sa table et l'écouter parler. Ce que veut dire la femme là, c'est que la sorcellerie n'est pas un métier. Ça ne paye pas. Ça, c'est une sorcière, Eric Fopoussi. Tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un. On t'aide, tu arrives, tu fais le boucan au point où on tape l'enfant, les 9 mois de quelqu'un devant toi. Si je suis à sa place, non, je vais porter plainte, pas le genre de plainte qu'on dit. Ouais, je gonfle mon carnet comme ça là. Tu vas rembourser ça, tu vas payer. Bien même, on va t'apprendre à laisser la sorcellerie les vivre et faire le vivre ensemble que le père dit souvent là. Oui. Ça c'est la sorcellerie, Eric Fopoussi.
Franchement, ce sont les femmes comme ça qui gâtent les autres femmes. Les femmes comme ça, là, on traite les autres femmes de méchantes et de sorcières. Comment se fait-il que tu te lèves le matin, si tu as la sorcière dans ton ventre, laisse ça à la maison, tu sors. Comme Charles Lamel a dit, elle était préparée. C'est un coup qu'elle a préparé. Et ces gens-là, les enfants-là qui ont tapé là, moi je vous dis, c'est une histoire vraie, ça s'est passé hier. Ces enfants-là, quand ils récupèrent un à un. Au lycée, il y avait des jeunes dont la particularité, ceux qui quittaient par exemple la cité verte, qui fréquentaient à Biémassi, ils avaient une stratégie. Ils se mettent en route. Pardon, grand, je viens de garder, s'il te plaît, laisse-moi là-bas devant. Il descend. Il atteint un autre taxi. Pardon, grand, s'il te plaît, aide-moi. Lance-moi là-bas. Il descend. Il dit que grand, pardon, j'ai un souci. Aide-moi. Lance-moi là-bas. Voilà comment les gars faisaient pour aller à l'école et voilà comment ils faisaient pour rentrer jusqu'à ce que les taxis ne se rendent compte. Oui. Parfois, les gars chargeaient le taxi. Ils arrivent à une zone. Un gars descend. Dès qu'il arrive, on dit que pitango. On appelle ça la cuillère. Non, à l'époque, on disait pitango. Oui. Donc, dès que les gars descendent, chacun part, tant pis pour le matin. Non, on a fait ça. Si le chauffeur sort pour suivre le gars, les autres reviennent vider la caisse. Carrément. Donc il faut dire qu'il y avait des stratégies. Donc cette femme, elle était préparée, c'est un gang. D'accord. C'est une vampire, c'est une sorcière. Nous, on a fait la cuillère, le pitango. Quand on quittait, on part au marché Madagascar, on prend le taxi pour Carrefour Carrière, vers l'immeuble Nchamke. Là, tu mets. Ah non, non, dès qu'on arrive là. Ouais, Jean Vespa, dès qu'on arrive là-bas, première personne sort. Qui va payer? Comme ça qu'on vide le taxi, comme ça qu'on vide le taxi. On prend la route, vite, tu vas nous poursuivre. Oh, là on avait la course au pied. Les enfants de la carrière. Non mais ça se passe toujours. Hein. Je me rappelle, j'ai pris un taxi à Newbell un dimanche, je rentrais chez moi et puis il y a un groupe de jeunes là qui sont entrés dans le taxi. C'était 3 jeunes filles, je me rappelle, je me souviens très bien. Alors, la première est sortie quelque part vers Ndokoti là-bas. La deuxième est sortie un peu plus loin de Ndokoti. Et il restait une seule dans le taxi. Alors, le taximan, elle arrive à destination, le taximan demande, mais attends, qui paye? Elle me dit, mais on t'a rien donné là-bas? Donc, elle a juré tous les dieux de son village que ce n'est pas elle qui était censée payer pour ces 3. Je suis resté comme ça, je réfléchis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est dans son explication. C'est la cuillère. C'est une stratégie mise en place par cette femme. C'est pas possible. En tout cas, on va tout de suite lire les messages qui nous sont envoyés pour réagir à cette première articulation de l'émission avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, tellement de réactions. Et puis, bonjour à vous. Cette femme a très mal fait et elle devrait être punie. Et même la population aurait dû demander avant d'agir. Merlin Aloum qui réagit à ce matin. Les mauvaises graines corrompent les bonnes. Ce genre de femme vient ternir l'image des femmes en général. Cette femme est foncièrement méchante, bandite. Car elle s'est comportée en bandite. Autre réaction ce matin. Alors, pourquoi la population a réagi sans demander ce qui se passait réellement? Enfin, vous avez demandé aux populations. Oui. Alors, le moto-taximan doit... Ce problème figure encore dans la mauvaise mentalité de certaines populations camerounaises. Une population pour qui la violence fait la morale. Et surtout qu'elle demande trop. Marché central, Carrefour, Agib, 100 francs. Avec les bagages. Avec les bagages, de Bessikine, elle a trop primé. Pour qu'elle fasse ça. C'est vrai. Alors vraiment, voilà, que ce soit la femme ou le moto-taximan, personne n'a raison. Il faut aider jusqu'au bout. Quoi? Hein? Il devait faire quoi? C'est une réaction. D'accord. Et si le bout, c'est où? C'est-à-dire quand la dame demande d'aller à la station, elle a dit quand vous demandez de l'aide, on ne peut vous aider que au regard de la possibilité, la capacité de l'autre. Vous arrivez au Carrefour, il a dit 100 francs, il sait qu'il va bifurquer, peut-être va prendre par Bépanda ou rentrer, il voit les clients là, vous pouvez vous débrouiller. Je vais vous prendre 2 petits exemples. Le premier exemple, c'est les individus. Il y a des individus ici là, lorsqu'il prend le taxi, c'est qu'il ne va pas payer. Il vous prend une destination là où il sait qu'il y a un barrage de police, où il sait qu'il y a un barrage, les contrôles, les choses dans les épaules. Lorsqu'on vous perd le temps, lorsque vous perdez un peu 5 minutes, il descend et dit monsieur, vraiment je suis pressé, je suis en retard, il prend moins pour la destination. Vous avez donc des individus qui à la moindre occasion, lorsque le pneu de votre véhicule éclate,
Il sort, il ne se gêne pas, il prend une autre moto, il ne paye pas, même si c'est déjà à 5 minutes, à 5 pas. Non, c'est pour décrier ces mauvaises personnes qui ont de très mauvaises habitudes et qui sont dans ces rues. C'est les individus qu'il faut saisir, amener dans un... Et après, ça se répercute sur leurs descendants s'ils ne savent pas. Parce que le karma, hein, ça a une vraie implication, un impact dans nos vies. Alors, merci beaucoup à vous, Florazé, merci à Charles Labelle, Bengan et Haribel pour cette première séquence de l'émission bien tournée. Voici la deuxième séquence, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la collecte de fonds dans ce pays. Pourquoi est-ce que nos dirigeants nous tournent-ils en bourrique tout le temps dans des dossiers qu'ils savent déjà flous au départ? Pourquoi est-ce que nos gouvernants aiment-ils à associer nos noms dans leurs palabres? Ils créent des problèmes, ça les dépasse et nous associe. On collecte quoi? Pour qui et comment? Quelle est la traçabilité des collectes ou de l'histoire des collectes dans ce pays? Comment comprendre qu'à la moindre occasion, on parle de collecte, coup de cœur, opération humanitaire? Comment comprendre que le gouvernement n'ait jamais dans l'histoire des collectes pensé au transfert de ces dons en numéraire dans un compte d'affectation spéciale? Pourquoi faudrait-il que ce soit des individus qui manipulent de grosses liquidités en temps réel? À quoi servent ces fameuses commissions de gestion si la finalité est connue? Opération épervier et pouf, cellule VIP. Dites-moi, à quoi servent la création des comités interministériels ad hoc de gestion des dons financiers, des denrées alimentaires et des matériels destinés aux militaires et aux populations victimes des exactions de Boko Haram, par exemple? Ça servait à quoi? Insécurité à l'extrême nord, collecte. Invasion des animaux dans les champs, collecte. Inondation ou brisement de la digue de Maga, collecte. Vraiment, arrêtez ce massacre avec vos affaires de collecte de fonds dans une histoire que vous-même vous créez. Comment comprendre que depuis 1994, le Cameroun et la vie des Camerounais vibrent au rythme de collecte trop bizarre? Rappelons-nous du scandale consécutif à la gestion de l'opération Coup de cœur, initiée en 1994 par le gouvernement d'Achidi Achou, en soutien à l'équipe nationale de football qui prenait part à la Coupe du Monde de cette année-là, organisée aux États-Unis d'Amérique. Oui, rappelons-nous, de ces fameux 100 francs cotisés par tout le Camerounais avec le cœur. Moi-même, j'avais donné. J'avais donné. Où est passé cet argent? Qu'est devenu Espéranto, le petit commissionnaire, dans cette affaire? Allez demander au bon Dieu. Oui, allez demander au bon, à la brute et au truand. Ils vous le diront. Oui, dites-moi, est-ce que les bénéficiaires du coup de cœur de 1994 avaient perçu cet argent, l'argent destiné à eux? Rappelons-nous que les Camerounais, comme un seul homme, avaient tous donné. Même Feu Donatien Kouagné avait offert 10 millions de francs CFA dans cette fameuse opération coup de cœur. Rappelons-nous qu'Augustin Konchou Kwameni, alors ministre de l'Information et de la Culture, et non moins porte-parole du gouvernement, avait dit que la valise contenant cet argent était restée dans l'avion qui le transportait entre le Cameroun et le pays de l'oncle Sam, sans avoir honte. Rappelons-nous encore des vagues qu'avait causé la collecte des fonds organisés à la va-vite par des Camerounais véreux au sujet de la grosse catastrophe qu'avait connue Haïti. Rappelons-nous que les Camerounais avaient collecté, mais jamais, j'ai dit au grand jamais, l'argent global n'avait été connu, encore moins remis en totalité au peuple haïtien. Rappelons-nous que le peuple camerounais avait réclamé vengeance, mais hélas, il n'y avait personne pour donner le là. Facebook n'existait pas encore à cette époque. Comment comprendre que la multitude de ces arnaques, escroqueries, malversations n'ait jamais été punie? Rappelons-nous encore de la fameuse collecte organisée sur tout l'étendue du territoire au sujet de l'effort de guerre destiné à nos forces de sécurité. Rappelons-nous de comment est-ce que cet argent avait été manipulé. Peut-on avec force confirmer que les fonds collectés sont arrivés véritablement aux soldats sinistrés et aux personnes déplacées?
si quelques mois après, le chef de l'État avait suspendu 2 colonels? Rappelons-nous que l'opération de mobilisation de l'effort de guerre contre la secte islamiste Boko Haram avait été ponctuée fin mai 2015 par des affaires de détournement de dons en nature censés être acheminés. Savez-vous que ces dons, constitués de produits et denrées alimentaires tels que le sucre, le riz, les pâtes alimentaires, la farine, l'huile végétale, une fois collectés, étaient revendus par des officiers supérieurs dans des supermarchés et grandes surfaces ou pour être consommés dans leur domicile? Que dire alors du plan d'assistance humanitaire? Oui, que dire alors de celui-là? Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement en faveur des populations victimes des violences entre armées séparatistes. Vraiment, quel est ce pays où l'argent des chantiers est détourné, les budgets de l'État détournés, l'argent des marchés publics détourné, l'aide au développement détourné, les dons du chef de l'État lui-même détournés, l'argent du pétrole détourné, l'argent du coup de cœur détourné, l'argent des efforts de guerre détourné, l'argent de Mida détourné? C'est quel pays? Dans tous les cas, prenons un peu la liste pour comprendre. Monsieur Eric Fopoussi. Ngondo, 3 millions. Le Ngondo, c'est qui? Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, 1 million. L'hôpital, c'est qui? Qui est devant? Pourquoi est-ce que les gens ne nomment pas leur nom? SNH, 3 millions. Qui a autorisé le décaissement de l'argent des Camerounais? Qui a osé autoriser ce décaissement de l'argent des Camerounais? La SNH appartient à tous les Camerounais. 3 millions. Hôpital à Quintini, 1 million. C'est qui l'hôpital à Quintini? Cour d'appel du littoral, 1 250 000. C'est qui la cour d'appel? C'est le président? C'est qui? Est-ce qu'ils sont en train de puiser cet argent dans le greffe? Délégués régionaux, 1 200 000. Les délégués régionaux du littoral, c'est qui les délégués régionaux? Vous avez peur de donner vos noms, pourquoi? Tribunaux d'instance de Douala, 1 200 000. Et tribunaux d'instance, c'est qui? Autorité administrative de la Sanaga maritime, 1 200 000. Donc il n'y a pas le nom des autorités, c'est le préfet, c'est le sous-préfet. On sait qu'on va vous nommer, mais vous avez peur de donner vos noms. Pourquoi? Autorité administrative du Mungo. Monsieur, il faut poser, pardon. Et donc, encore une colère percutante et puissante signée Charlamel Bachou ce matin qui nous permet de revenir en plateau et de décrypter la tournure prise par cette collecte des fonds pour le plan d'assistance humanitaire proscrit par le président Paul Biya, décidé par lui, et dont on imagine d'ailleurs déjà les conclusions, puisque hier ils se sont réunis, les membres de ce comité interministériel ad hoc chargé de gérer ce plan, et a annoncé dans les tout prochains jours une descente sur le terrain. On ne parlera pas de ce qu'ils vont faire là-bas. C'est pas notre rôle ce matin. Nous parlerons de la manière avec laquelle tout ça se passe et tout cet argent qui circule, l'argent liquide qui circule, la traçabilité, parce qu'on parle beaucoup dans ce pays de corruption, de malversation financière et tout ce qu'on a. Est-ce que le Consupé, est-ce que la CONAC, est-ce que la NIF peut d'ores et déjà commencer à foutre son nez dans ce dossier-là? Alors on va se poser clairement cette question ce matin, puisque on ne sait trop bien quoi et comment ces gens-là vont nous dire l'utilisation de l'argent, comment ça s'est passé. Alors bon, Bengan, la première question, c'est pour vous. Je rappelle que hier, ici, on parlait de l'indécence et de la concurrence qu'il y a désormais entre les régions pour savoir qui a cotisé plus que qui. Ce matin, on parle de la traçabilité. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, la première chose, c'est la politique d'embuscade de l'État. Embuscade d'abord parce que la guerre n'est pas encore terminée et on envisage construire, on a évalué ce qu'on va construire quand. C'est la politique d'embuscade, le premier point. Deuxième point, Charles Lamel, vous avez dit tribunaux d'instance. Non, il y a des listes. Et justement, c'est là l'embuscade. Parce que chaque administration publique a imposé aux agents publics de cotiser. Alors que le Premier ministre, le chef, le porte-parole du gouvernement ont dit que c'était volontaire. Donc si on veut, on cotise. Si on ne veut pas, on laisse. Mais les autorités administratives de gens de la préfecture vous disent
Et le cahier est ouvert. Quand vous me dire, bon, tu as retiré quand j'ai dit 1000. C'est avec leur nom, bon, c'est avec intitulé personnel, ce n'est pas une histoire de groupe, bon. J'ai dit, les noms sont connus, justement, c'est là où ça va alimenter, je vais dire ça, le carriérisme et les tripatouillages. Ça veut dire que moi, premier adjoint préfectoral, si je cotise 2000, le deuxième adjoint préfectoral, si lui cotise 50 000, déjà il y aura des annotations. Donc déjà c'est mauvais, c'est indécent. C'est indécent de le faire. Donc sous ces deux prismes-là, c'est indécent. Quand on dit cour d'appel du littoral n'a cotisé, justement, ceux qui sont membres de la cour d'appel, il y a une liste. Voilà. Et maintenant, là vous avez raison d'interroger, ont-ils pris ça où? Mais je suis sûr, ils n'ont pas pris dans les caisses du greffe. Ils ont pris de leur poche. Ils ont pris de leur poche, mais pour montrer leur solidarité nationale. Mais ils ont des listes. Et ces listes-là vont effectivement servir dans leurs avancements. Mais est-ce que ça ne vous choque pas, Boro Bengan? D'ailleurs, parce que tout récemment sur ce plateau, nous avions été modestement les premiers à dire que cette affaire de don volontaire semblait être un traquenard contre ceux qu'on pourrait qualifier d'opposants à la réussite de ce plan si jamais il se débitait, il décidait de ne pas cotiser cet argent. Moi, vous avez raison, mais je dis il faudrait que les fonctionnaires et agents de l'État commencent à dire non. D'abord, pour certains, au niveau de la magistrature, on peut prendre cas, il leur est interdit de former les syndicats. Oui. La police aussi. Dans un pays dit démocratique, de manière avancée et même apaisée, il n'est pas interdit à un corps de faire un syndicat. Peut-être l'armée, même l'armée dans certains pays, mais on peut laisser l'armée. Mais les autres corps sociaux peuvent former des syndicats, mais ils refusent. À quel moment allons-nous parvenir donc à la bonne citoyenneté qui impulse le vivre ensemble? C'est précisément quand le citoyen va s'exprimer librement. Et parce que le citoyen sait qu'il y a les lois, il y a des institutions de la République, il y a ci, il y a ça. Mais quand on vous, j'avais dit, vous êtes toujours encarté, vous êtes bâillonné, et quelqu'un d'autre qui réfléchit à votre place, et même si vous savez que cet argent ne va pas arriver à destination, vous participez quand même. Donc, vous participez là, j'allais dire, à une association de malfaiteurs. C'est ce que je dis. Moi, je suis quand même un tout petit peu vraiment choqué par la tournure que prennent les choses, parce que c'est un traquenard, c'est un guet-apens, parce que ce que vous décrivez ce matin relève de ce qu'on appelle une obligation voilée. C'est-à-dire qu'on va dans un service public, on demande aux gens de cotiser et on impose une liste qu'on établit des contributeurs et des montants de contribution. Alors, vous avez une personne qui est votre supérieur hiérarchique qui cotise un montant. Alors, vous cotisez un montant plus élevé. Le lendemain matin, on vous voit comme un opportuniste qui souhaite prendre la place de l'autre. Donc, c'est normalement prévu, cette collecte, pour souder cette nation camerounaise. D'ailleurs, le peuple qui se réconcilie avec la nation et le patriotisme qui se met évidemment en branle. Mais là, on est dans un cadre de pure division des Camerounais contre les Camerounais. Absolument. Oui. Et je voudrais ajouter à ceci que Charles Hamel s'est interrogé sur comment on appelait ça, le coup de cœur. Non, pas le coup de cœur, l'opération qui consistait à aider l'effort de guerre. Et pourquoi ça a bloqué, Charles Hamel? C'est précisément parce qu'à un moment donné, il y avait de la traçabilité. Il y avait un compte ouvert au trésor. Voilà, il y avait la traçabilité. Et ceux qui avaient commencé à faire les écarts au niveau de la gestion, le chef de l'État avait commencé à sanctionner. Ça se voyait. On a préféré donc arrêter tout. Là, c'était un élan de cœur. C'est-à-dire, et dans les supermarchés aussi, justement, si vous sortez du supermarché, vous dites, bon, je peux quand même envoyer une boîte de sardines, je peux envoyer 1 kilogramme de sucre, ainsi de suite. C'était collecté et c'était bien listé. Là, il n'y avait pas de nom. Mais parce que là, les autorités administratives, si tu étais au niveau du département, ils avaient donc, j'allais dire, ils prenaient des distances par rapport à ça et cheminaient vers la division des forces de défense et de sécurité de la localité, et ça se cheminait. Mais ça n'a pas empêché qu'on ait des tours.
Mais justement, Ça va pas empêcher on a détourne les sacs sanctionné. et tout est comme ça. Mais On sauf a que- sanctionné, on a commencé à sanctionner justement ceux qui détournaient. Oui. Et justement parce que la notion chez nous, c'est de laisser détourner. On a donc préféré arrêter l'opération. D'accord. Donc cette opération prospère précisément parce Oui. que c'est un autre trouble. D'abord, même le président de la conférence épiscopale nationale a commencé à émettre des doutes. D'accord. Là-dessus, Alors- Samuel Cléda. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'université de Douala annonce également une collecte pour le 10 juillet prochain. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a choqué dans le communiqué qui annonce cette séance publique, c'est que le recteur demande aux différentes composants d'établissements de faire d'abord la collecte au sein de leurs établissements Absolument, c'est comme avant ça. de se retrouver dans cette séance du 10 juillet. Et j'ai vu que les étudiants étaient pris à contribution dans cette histoire. Donc vous venez à l'école, vous n'avez pas d'infrastructure pour prendre des cours, mais on vous demande de cotiser pour une affaire dont vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Non, franchement, dans ce pays, il faut quand même qu'on arrête un Il n'y a tout pas petit de peu. micro dans les Dans amphis. Il n'y les a même amphis. pas d'accret. Oui, Je veux dire, mais on vient veut encore cotiser. vous Voilà. spolier le peu d'argent que vous avez et que vos parents, d'ailleurs, vous donnent après de durs sacrifices. Alors, mais sauf qu'il faut également dire, et ça, Flora, c'est là où je vous interpelle sur cette division du pays, j'entends des discours qui commencent à monter et qui vont créer le tribalisme. Je vous dis que actuellement, il se dit que le littoral ayant cotisé plus de 200 millions est le numéro 1. Vraiment, je sais pas pour quel classement on en fait. Et j'ai vu quelqu'un dire, on attend la région de l'Ouest. Alors moi, sincèrement, je ne sais pas si ça vous dérange pas, mais la tournure que prend cette collecte me paraît vraiment exécrable. Non, Eric Fopoussi, c'est la diversion. Faut qu'on arrête ça. Oui. Et puis le peuple, déjà, nous, on n'est pas... Vous savez ce que je pense de cette collecte. Mais Oui. non. Mais le peuple ne peut plus admettre de telles exactions. Parce qu'Eric Fopoussi, cet agent sert à quoi exactement? On nous dit que c'est un plan d'assistance humanitaire. On est en crise. Parce que il faut qu'il y ait un lien. Hier, Charles Hamel nous a fait une sorte d'état des lieux de la situation, c'est-à-dire de la crise anglophone dans les deux régions. Donc ça veut dire qu'on est encore dans ce problème. L'argent ne viendra pas résoudre. Ou alors, je veux dire, l'État ou le gouvernement ne nous dit pas tout. Mais sur Ne la nous collecte, dis pas tout. mais sur la collecte Flora, Mais- qu'est-ce que vous avez à dire sur comment se passe la Non, collecte Eric actuellement? Fopoussi, Oui. mais la collecte, elle est là. Déjà qu'on nous dit que c'est un don volontaire, hein? C'est chacun qui peut donner ou pas. Et après, on sort des listes. Eric Fopoussi. Et maintenant, même à travers ces listes, il y a encore ambiguïté parce qu'il y a des groupes, etc. et tout. Moi, je dis tout ça, c'est la diversion. D'accord. Mais ok. parce que justement, cette collecte, ce plan, c'est pourquoi exactement? D'accord. Ce plan, justement, Vous terminez par là. oui, hein. ce plan a été initié pourquoi? Parce qu'il y a un problème, il y a un réel problème, Eric D'accord, Fopoussi. ok. Donc, sauf qu'on a eu tellement de crises au Cameroun D'accord. et qui continuent de se vivre. Oh, mais j'écarte la crise anglophone parce que Charles Hamel également l'a dit dans son libellé ce matin. Et quand vous allez dans la partie septentrionale, hein, en 2017, on a vécu, on continue de vivre la crise alimentaire. Absolument. Pourquoi n'a-t-on pas? Mais oui! D'accord. Pourquoi de ce côté n'a-t-on pas fait une collecte également pour régler ce problème? Les D'accord, gens meurent très toujours de bien. faim de ce côté. D'accord. Donc ça veut dire que tout ça, c'est tout simplement de la diversion et ça ne va pas écarter le problème qui est visible. Ok, Haribel, sur cette question de la collecte des fonds et de la manière avec laquelle elle se fait, comment tu trouves ça? Il faut aussi qu'ils arrêtent de frustrer les gens. Tu comprends, non? Oui. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la frustration. Je connais quelqu'un qui a donné 250 000. Il chante ça sur tous les toits. Et il ne faut que dire que j'attends aussi que le DG la donne sa part. J'attends aussi que le DG la donne sa Les part. 250 pendant que d'autres se donnent. C'est des la... millions. Non, c'est son niveau. Mais c'est la frustration. D'où vient la liste? On dit le don volontaire. En anglais, on dit give. Yes. C'est ça, non? Vous croyez que je n'ai pas... Hey! Hey! J'avance, hein? Ah. En anglais, on dit give. Give, c'est donner. On ne force pas. Quand on nous avait demandé de collecter pour les lions, on avait la liste. Sortez alors la liste là, il veut voir mon nom parce que j'avais cotisé. Mes enfants avaient donné au lycée, à l'école publique. Sortez la liste là. Tout ça, c'est pour montrer, pour chocho. En pidgin, on dit chocho. Oui. Pour les chocho, quoi? Quand Voilà. chez vous, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route.
il n'y a pas d'école. Franchement, tout à fait. allez construire les Merci, choses. Merci, Ribel. Et il faut dire que le gouverneur de la région littorale, juste lorsqu'on donne le montant de la collecte au littoral, il dit parler encore. Voilà. Pour vous dire qu'au ouais, Cameroun, ça, c'est la on aime le show. Oui, alors, Charles Hamel, c'est, juste une petite précision Monsieur pour qu'on termine rapidement. Eric Fopoussi, Oui, Négou. oui. Lorsqu'on dit SNH, la SNH c'est une entreprise d'État. C'est l'entreprise de tous les Camerounais. C'est une entreprise qui obéit quand même. Il y a tout un protocole administratif pour organiser un décaissement financier. J'imagine qu'Adolphe Moudiki a dû Monsieur également Eric en Fopoussi, interne demander aux gens on de aurait dit cotiser. Adolphe Moudiki 3 millions par Non. SNH. Non. Les Camerounais sont en droit. Il faudrait que les Camerounais soient Il a cotisé dans la SNH. non, monsieur Eric Fopoussi, on veut voir des noms. Dites population de Douala, encore que quand on dit qu'on attend l'Ouest. Quand vous prenez la liste de l'électorat qui a cotisé, c'est pas l'Ouest. Vous ne voyez pas l'exemple de l'Ouest dans le littoral. Ah, littoral, on ouvre la bouche. Littoral. Dans le littoral, il n'y a pas l'Ouest. Même au centre. Même au centre, il n'y a pas l'Ouest. Mais monsieur Eric Fopoussi, on dit SNH, hôpital à Quintini, cour d'appel du littoral. Mais dites-nous que la cour d'appel a désormais l'argent. Dites-nous. Justement. Qu'on sache que la cour d'appel a désormais l'argent ou que les tribunaux d'instance sont riches. Dites-nous. Parce que là, il faut qu'on ouvre une enquête. Désormais, il faudrait qu'on se saisisse, que les instances se saisissent de ce qu'on ouvre une enquête. J'aimerais bien voir juge Tang, 2000, juge Y, quand ils arrêtent un taux forfaitaire en disant, nous ici, dans les tribunaux des instances, nous allons donner 100 000. Qu'ils donnent des 100 000, qu'ils arrêtent entre un taux. Mais pas qu'on vienne nous affibler là, monsieur. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et ça là, Mel, si vous permettez, Monsieur Mevame Boutou, ministre des Finances, qui vient dire devant le juge Slick sur l'argent voilà, qui s'était sorti des caisses de la SNH pour l'avion présidentiel, il a dit, je ne vous dis pas qui a ordonné le décaissement. Surtout que la SNH est une particularité particulière, permettez-moi de le Monsieur, faire. il faut dire, quel est l'amour Oui. Quel est l'amour que le ministre peut avoir à sortir 20 millions de francs CFA? Dans les 120 millions de francs, il sort 20 millions de francs. C'est parce qu'il aime trop. On lui a demandé, on lui a demandé de donner 2 millions, lui il en a ajouté. C'est pas mauvais, non? Quel est l'intérêt caché? Parce qu'il faut qu'on commence à... Quel est l'intérêt caché? Quelle est la mission cachée de ce plan? S'il venait avec coup de camp, on devait dire on vous allez. S'il venait en disant effort, on dit ah, encore il a fait effort, ils ont trouvé un nouveau mot, plan d'assistance. Voilà comment on va dans ce pays. Rappelez-vous que 14 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, quand tu commences à interviewer, qu'est-ce qu'il avait dit? 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit s'agissant de la valise d'argent. On sait très bien l'itinéraire. En tout cas, moi, merci Charles Hamel. On va conclure tout cela en disant que ce pays a fort besoin de transparence. Il y a l'article 66 de la Constitution qui déclare qu'on puisse déclarer les biens lorsqu'on est agent et qu'on doit gérer les fonds publics. Je pense qu'il est temps qu'on applique ça pour qu'on sache clairement d'où vient l'argent des gens. Parce que les gens cotisent 20 millions, d'où ils prennent ça? Vous me direz qu'ils travaillent depuis 20 ans, 30 ans, c'est pas la question. Où est-ce qu'ils ont pris l'argent? Quel est leur compte bancaire? Comment ça entre dans leur compte bancaire? Où est-ce qu'ils prennent leur argent? La transparence serait la réponse. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans un court instant pour la suite du Zénith. Retour sur le plateau, Madame, Messieurs, du 10-12, le Zénith Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 5 juillet 2018 et pour cette deuxième partie qui démarre, on va clairement donner la parole à tous ceux qui ont envie d'avoir voix au chapitre. Avec vous, Florazé, pour nous recueillir quelques-uns des messages qu'on nous envoie. Oui, Eric Fopoussi, quelques réactions au téléphone. Et puis, je rappelle que vous pouvez également réagir sur notre page à 10-12, le Zénith. Alors, première réaction, quand on passe par un don, en principe, celui qui reçoit ne doit pas avoir l'identité de celui qui donne pour que le don soit positif. Alors, on va tout de suite dire que Charles Hamel, dans cette opération, il faut qu'on questionne également l'acheminement de l'argent. Une fois qu'on termine ces séances-là, quel est le trajet de l'argent? Ça prend quelle route d'abord? Il y a une commission nationale de gestion, il y a une commission régionale de gestion, une commission départementale de gestion, il y a une comité. Bref, ça finit chez le gouvernement. Non, on nous a dit qu'on remettait l'argent. Séance tenante
au président Atangandji lorsqu'on a annoncé la collecte dans la région du Sud. Mais sauf qu'il ne me souvient pas avoir aperçu le ministre Atangandji là-bas. Non, comme a dit Charles Lamel, ça se passe dans la région, c'est sous la responsabilité du gouverneur, qui est un collaborateur du ministre en charge de l'administration territoriale. Mais bon, est-ce qu'il est une banque? Le gouverneur est-il une banque? Le gouverneur, il tient quel type de fonction? Est-ce qu'il peut sécuriser cet argent, Bonbon? Oui. S'il ne pouvait pas sécuriser, on aurait ouvert un compte bancaire où on devait demander à chacun de faire un virement. Si on a dit, venez avec l'argent liquide, avec moins de chèques, ça veut dire qu'on veut voir l'argent liquide et on veut faire la confiance au gouvernement. Maintenant, va-t-il cheminer par voie bancaire, par convoi humanitaire ou par convoi militaire? Je n'en sais rien. Pourvu que... Bon, est-ce que l'argent qu'on cotise dort 48 heures ou c'est séance tenante, on envoie ça à Yaoundé? Non, pour que les Camerounais comprennent où va leur argent, on ne peut pas savoir, on ne peut pas ne pas se poser la question. On a dit collecter. Un point, c'est tout. Donner. Venez avec les liquidités. J'ai vu des gens arriver, Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on a dit peu de chèques, plus de liquidités, ils ont fait demi-tour. Ils sont allés touquer pour venir donner. Parce qu'il fallait donner avec bon cœur. Voilà. Parce qu'en donnant, vous êtes sûr que derrière, vous aurez une récompense. Une récompense sur les fonds qui donne plus à plus. Voilà. C'est donc la nécessité d'avoir des listes. En tout cas, il faut vraiment tracer cet argent-là et j'ose croire que ça reste bien tracé parce que... je vais vous raconter une scène. Non, une seconde, je vous reviens à vous, Charles Lamel. Alors, une fois qu'on cotise de l'argent, on nous dit qu'un tel donne 20 millions et on calcule tout de suite. Est-ce qu'on est certain que tous ceux qui donnent l'argent, on les a répertoriés, par exemple? Monsieur Le Fopoussi, je vais taire le nom de cet opérateur. Il est venu, il a fait un dépôt de 2 millions. Une personne sur la table a dit que ça ne vous mérite pas. Il dit non, je reviens. Il est rentré, il a envoyé le chauffeur, on est venu compléter. Il regarde l'émission, il sait de qui je parle. Moi, j'ai parlé à Mondio Vision, mais le ministre Bello Bouba a fait de même. Il a d'abord donné 1 million, il a dit, je viens donner 1,5 million, il est venu compléter après. Donc, pourquoi on les a renvoyés? On a renvoyé beaucoup de collecteurs. Mais je vous rappelle qu'il y en a qui n'ont pas pu cotiser et qui ont fait des promesses plutôt, par exemple. Donc c'est dire que cette histoire était clairement un traquenard et qu'il fallait sauver la face, sinon le lendemain on ne sait pas ce qui devait arriver. Ils ont demandé et obtenu, je parle de gouverneur, qu'il y ait d'autres séances. Nous sommes quand même à la recherche de 13 milliards de francs. 12 milliards. 12,7 milliards. On a arrondi à 13 milliards, Charles Lamel. Je suis cette opération de près. 13 milliards. Le jour comme la nuit. Voilà. 260 millions. Douala est encore loin. Le littoral est encore loin de compte. Nous avons 10 régions. Si le littoral donne 260 millions, c'est petit. Il faut que le littoral donne au moins 1,5 milliard. Donc, ils vont revenir. La preuve, l'université de Douala va cotiser dans les jours à venir. Dans leur plan gouvernemental que j'ai lu, ils nous ont dit d'où va venir l'argent. Absolument. Que l'État va être mis à contribution. Donc, l'État, on attend de voir la part de l'État dans ces 12 milliards de francs CFA et comment ils ont mis ça dans le budget de l'État voté en novembre dernier pour voir comment ils vont faire. Et puis, les partenaires internationaux devaient également être appelés à contribution et en plus des dons volontaires des Camerounais. Donc, on est actuellement qu'à la phase des dons volontaires des Camerounais. Vous ne m'empêcherez pas de revenir sur la préoccupation de Mbombo. C'est pour faire quoi? Quoi? Les 13 milliards, c'est pour faire quoi? C'est la mienne, voilà. Faut pas qu'on fasse comme ça, c'est une histoire de la campagne présidentielle. Non, je me pose des questions. Je m'interroge. C'est pour faire quoi? Vous interrogez, on comprend, mais vraiment, on ne peut pas dire ça. C'est une interrogation. Oui, mais non, mais une interrogation, on peut pas. C'est clair que ce plan va servir. Donc vous me refusez de m'interroger. Oui, je préfère vous refuser que vous puissiez vous interroger. Samuel crée la Samuel interrogé. Oui, il a dit que si on commence maintenant, il y aura du flou. Qui met un événement? On peut s'interroger sur la traçabilité, mais on sait tous à quoi ça va servir. Ça va servir aux déplacés
internes qui sont totalisés au nombre de 75 000 par ce plan qui a été vendu tout récemment. Mais il faut qu'on s'interroge. Rappelez-vous Les gens qui iront faire cette aide-là, ils vont acheter les voitures avec cet argent. Voilà. Non. Rappelez-vous que vous riez d'un SMS qui est arrivé, je l'ai retenu. Comment voulez-vous avoir le sol sec alors que le tuyau est classé et l'eau? De toute façon, le plan a été clair. L'argent va servir aux déplacés internes, ce qu'on appelle les DPI, personnes déplacées, les PDI, personnes déplacées internes, qui sont totalisées au nombre de 75 par ce plan de 23 textes. Alors, pour les PDE déplacés externes, les réfugiés, comme on va dire, je rappelle que les informations qui nous viennent... Les informations qui nous viennent de là nous disent qu'ils ont déjà commencé à avancer des conditions pour qu'ils acceptent l'aide si jamais l'aide arrive. Alors, Florazé, d'autres messages, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, pourquoi le gouvernement ne se fie pas au fait passé? Cette collecte n'est que pure diversion. Et puis le collectif des réfugiés au Niger a fait savoir ne pas être prêt à recevoir ces dons. Ça ne les concerne pas. Voilà. Ils attendent le ACR. On a dit que c'est pour nous qui sommes ici à l'intérieur du pays. Que pour vous, même le SDF ne peut même pas venir vous donner. Donc attendez, vous n'avez même rien. Dans ce problème, c'est placer la charrue avant les bœufs, car la guerre n'est pas finie et les déplacés, les réfugiés ne sont pas rentrés. C'est David Hervé qui réagit. D'accord. Très bien. Oui, un dernier message. Cette collecte humanitaire n'est qu'une ruse. D'accord. Merci beaucoup. Mais il faut dire que clairement, on peut s'interroger sur la traçabilité de la collecte actuellement, mais on sait tous à quoi ça va servir et on sait tous que c'est pour résoudre la crise anglophone et que cette crise anglophone a tant besoin de la compréhension de tous les Camerounais pour que le pays ne s'embrasse pas. Et Equinox, dans ce registre-là, est une télévision qui est avant-gardiste et qui évidemment apaise les cœurs et donc combat tous ceux qui actuellement attisent les haines. C'est notre mission régalienne et en cela, il ne faut pas qu'il y ait des quiproquos ou des malentendus sur les propos que nous prononçons sur ce plateau. D'ailleurs, nous sommes une télévision patriote en réalité. Florazé, voici avec vous la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi. 3 informations pour ce jeudi. Et puis la toute première, on revient avec le Parlement panafricain, notamment avec la réaction de Condondang qui réagit en ces thèmes. C'est regrettable de traiter un compatriote qui est arrivé au niveau où je suis avec autant de légèreté. Il a également donné son opinion par rapport à cette affaire. Il dit une affaire qui se traite au sommet ne doit pas se chercher. En tout cas, chercher l'information sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été mis en index. Personne ne m'a épinglé. Et puis, il dit le Conseil exécutif ne peut en aucun cas suspendre le Parlement panafricain. On rappelle qu'il réagit ainsi pour se défendre au regard des motifs de corruption et irrégularité dans le processus de recrutement qui lui sont reprochés aussi au Parlement panafricain qu'il préside. Eric Fopoussi. D'accord, très bien, merci à vous Florazé pour cette information. On va dire que Roger Condondang, voilà, s'est prononcé comme vous l'avez dit et clairement taclé tous les médias qui ont tout de suite repris en cœur la décision prise par le Conseil exécutif qui est un organe statutaire de l'Union africaine à côté de la Commission africaine, du Conseil des chefs d'État, mais également le Parlement africain. Alors, mais ce qu'il faut dire clairement dans cette histoire, Bob Bengan, peut-être qu'on a été un peu dur avec lui parce que ce qu'il dit a un sens lorsqu'il dit que le budget, la gestion de l'argent n'est pas foncièrement de sa compétence puisqu'il dit qu'il y a un secrétaire exécutif qui gère toutes les opérations financières et que pour le recrutement, on fait des appels d'offres, il y a un cabinet de consultants qui est mis à contribution et qui doit faire des sélections et 3 noms lui sont proposés, c'est à lui de choisir un seul nom des 3. Donc il serait quand même un peu gros de dire qu'il a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Et il dit d'ailleurs que les chefs d'État ont cette fois-là dit qu'il fallait qu'on commande un audit pour comprendre l'affaire et dire que des ministres des Affaires étrangères sont en train de forcer pour nuire à sa réputation. Non, je ne pense pas. D'abord, qu'on n'est pas allé très loin. Je pense que les Africains
ont soif de souveraineté. Les Africains ont soif de voir leurs filles et leurs fils être au-dessus de tout soupçon. Les Africains ont besoin d'avoir une certaine dignité dans la conduite des affaires du monde. On voudrait le voir. C'est-à-dire quoi? Tout le monde avait applaudi Issa Yatou pendant les 90 jours qu'il a passé à la tête de la FIFA en remplacement de Blatter. On l'a applaudi et c'est justement ce genre d'Africains qu'on veut avoir. De la même manière qu'on avait indexé Kofi Annan qui était un peu plus élevé que à l'ONU, aux Nations Unies, on l'avait indexé. À partir du moment où il était directeur des opérations de la paix, jusqu'au moment où il est devenu secrétaire général des Nations Unies. Et les Africains également avaient apprécié Boutros Ghali. Donc, je pense qu'il voudrait, notre compatriote devrait inscrire, j'avais dit ces critiques, ça peut avoir été, peut avoir eu des dérapages à un moment donné, mais de voir qu'on veut justement qu'il progresse un peu plus et qu'il soit propre. Je pense que c'est comme ça qu'il devrait le prendre. Maintenant, quand il nous amène dans les procédures internes des choses, non. Les propositions faites, d'abord, le rapport fait à l'appréciation des ministres en charge des affaires étrangères, c'était des points de vue qu'on donne, parce qu'on sait qu'en définitive, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Mais est-ce que quand ils se précipitent à suspendre le budget de ce Parlement panafricain-là, ils ne sont pas un peu sortis de leur C'était des propositions, on vous dit, par rapport à ce qui est à notre niveau. C'est ce qu'il dit, lui. Mais sauf que les gens ont repris ça comme étant, les médias ont repris ça comme étant une décision. J'ai dit la commission, même les ministres des Affaires étrangères, quand ils préparent des dossiers à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement, ils n'ont pas dit, nous suspendons. Sauf que les médias ont repris ça comme ça, on peut reconnaître quand même que quelque part, on est un peu allé vite en besoin en disant que... Oui, il peut avoir eu des dérapages au niveau du traitement de l'information, là, je l'ai dit, mais il ne faudrait pas qu'il fonde, j'allais dire, son raisonnement autour de ça. Il peut laisser passer, parce que de comprendre que ce qu'on veut en fait, c'est qu'il soit blanchi, comme l'a été Kalkaba Malboum dernièrement. Donc, il peut être blanchi. Et j'allais dire revenir vigoureusement. Mais l'autre chose quand même que j'ai envie de lui demander, c'est quand même lui qui défend le budget de l'institution qu'il a la charge de diriger. Donc vous venez, vous dites, je voudrais qu'on passe, c'était je pense 9 ou 10 milliards de francs, après on veut porter le budget à 13 milliards. C'est lui qui porte la voix du Parlement panafricain pour demander justement aux décideurs monsieur un compatriote, donnez-moi 13 milliards de francs CFA pour fonctionner l'institution que vous me donnez la charge. Maintenant, n'oublions pas normalement également qu'il y avait eu des antécédents. D'accord. Antoine Timi, dernièrement, et même avant lui, puisque nous sommes au niveau de l'Union africaine, Zoé Kangaki en 72-74. Pourquoi? Qu'est-ce qui a précipité son départ? Il avait signé un contrat avec la London Rhodesian Mining Land Company. Et ça avait été révélé par un journaliste. Sauf que dit comme ça, vous semblez vouloir confirmer. Non, je veux dire que justement, on attend le rapport qui sera déposé. Là maintenant, moi je souhaite qu'il soit blanchi, comme l'a été Kalkaba Malboum. Et qu'il reprenne sa position et même qu'il devienne président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi pas? D'accord. Alors, Charabel, est-ce que ce que dit Roger Kodondang ne peut pas être compris, parce que quand il dit que un Camerounais comme lui qui a réussi à arriver à un niveau aussi élevé devrait être protégé par ses compatriotes au lieu d'être ceux qui sont là à jeter le sur le feu. C'est d'abord les journaux sud-africains. Voilà, Malema est un sud-africain. Ça veut dire qu'il n'est pas Camerounais. Non, mais il appelle les Camerounais au secours. Ah, au secours, hein. Oui. Les Camerounais sont en train de chercher sur quel bois s'accrocher, il a appelé au secours. Quelle main va le tenir? Monsieur Rifopoussi, vous savez, il y a un adage bien bantou qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. À trop vouloir se débattre, on appelle les alligators, les caïmans et les crocodiles. J'ai bien peur que ce qu'il est en train de faire ne lui retourne très mal au visage. Raison pour laquelle je m'inscris dans la logique de Mbombo qui dit attendons le rapport, on verra. Tout simplement, ça ne sert à rien pour lui de sortir. Il a l'impression qu'il a taclé, mais attendons tout simplement les rapports.
Et on verra. Non, monsieur Conan, restez tranquille. Voilà. C'est là où on va vous soutenir, où on va encore bien vous tirer sur vous. Oui, parce que ce que vous dites quand même peut être compris comme une erreur de communication de sa part. Il aurait dû et pu se taire et attendre l'audit avant de se prononcer sur cette question. Où était l'urgence de venir tout de suite taquiner les gens? Oui. Le ministre Antoine Tchimé a fait la même communication et quand il s'est avéré qu'il était éclaboussé, en fait, même le chef de l'État qui avait dit non, maintenant il était obligé de dire que... Oui, c'est pourquoi nos hommes d'État au Cameroun doivent s'entourer des experts en communication, des communicants qui savent comment apprécier et juger les crises. Non, moi mieux que ça. Pour les gars, comme il dit, c'est un gars camerounais qui est arrivé, d'abord, il ne nous a pas apprécié, il n'a pas apprécié le peuple camerounais, il a apprécié le chef de l'État. Quand il a dit, mais bon, passons, il a la possibilité de nommer les gens de son cabinet. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut lui en y allant? C'est cette probité. C'est-à-dire qu'il doit nommer au sein de son cabinet des gens qui ont une expertise dans la comptabilité, la gestion financière et autres, pour que quand on lui apporte les dossiers qui concernent les finances et les autres, qu'au niveau de son cabinet, qu'on puisse apprécier. Encore faut-il qu'il ait choisi des personnes compétentes dans son cabinet. Quand il laisse, il dit que ce n'est pas mon pouvoir. Le rapport financier de l'institution arrive, dit mais ce n'est pas moi qui ai fait. Maintenant, il va donc éclabousser ou pas? Est-ce qu'il y aurait des écarts? Ce que vous dites confirme ce que je me suis dit. Alors, parce que il est vrai que vous avez évidemment le loisir de recruter qui vous voulez dans votre cabinet, mais encore faut-il recruter des personnes compétentes. Parce que ces personnes-là peuvent vous plomber. Et vous devez répondre de ces personnes vous avez recruté. Au Sénat, actuellement, il y a une affaire qui couvre, même si j'ai appelé le CELCOM du Sénat, Paul Mouaïkundi, qui m'a confirmé qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même que Daniel Abolo, qui a été au cœur d'un gros scandale en Suisse. Il n'y a pas de problème parce que nous ne voulons pas faire les investigations. Ce n'est pas les tribunaux français qui ont sorti l'affaire Fillon. C'est bien les journaux. Comme à l'époque, c'est Paul Bernetel de Jeune Afrique qui avait sorti l'affaire de Zoé Kangaki. Tenons-nous-en au propos officiel, qui veulent que le président du Sénat est le seul à pouvoir nommer et que c'est ainsi de nommé personne. Donc si Mobutu nomme qui il veut dans son cabinet, il peut prendre qui il veut dans son cabinet, ça n'engage pas le Sénat. Ça c'est la voie version officielle. Donc il faut qu'on soit clair. Alors Haribel, sur cette question, je t'en prie. Je vais seulement dire à Papa Kodono. Oui. Que non, c'est parce que depuis on le connaît pas. Il fallait qu'on fasse comme ça pour qu'il parle, pour qu'on puisse aussi le voir. Depuis qu'il est là-bas, là, c'est maintenant que le show là est sorti que je te connais aussi là. Que maintenant il peut aussi rester et dire que je connais aussi un parlement, un député. Depuis là, je connaissais. Tu vois un peu, non? D'accord. Oui, parce qu'il restait souvent derrière, vous fuyez les caméras là, ce n'est pas bien. Comme le père Mbombo a dit, hein papa, on va attendre. L'agitation n'est pas bien. Attendons voir. Pour le moment, on retire ce qu'on avait dit. Mais quand le rapport va sortir, non, arrange-toi. Il n'y aura plus de pitié. On va sauf que parler. D'accord. Ok, tout de suite, voici le gros sujet de cette matinée avec vous, Florence. C'est le vrai sujet de ce matin. Allez-y. On continue de faire le buzz sur la toile, tous les réseaux sociaux. En visite au Nigeria, donc Emmanuel Macron est donc revenu sur son entretien téléphonique avec Paul Biya, et en vidéo justement nous avons un extrait de ces propos. Et puis on rappelle que le 30 juin dernier, les deux chefs d'État avaient communiqué, avaient eu un entretien téléphonique précisément. Ils ont globalement parlé de la sécurité, de l'avenir de la francophonie et puis de l'Union africaine même, notamment du 31e sommet qui a donc été tenu en Mauritanie. Mais en images, on va regarder cet élément et puis on va commenter autour de ces déclarations. J'ai eu Paul Biya au téléphone avant de venir à l'Union africaine. D'abord parce que je savais qu'il ne serait pas présent. Comme je visitais un de ses voisins, il était important que nous ayons un échange. Écoutez, nous avons parlé des grands sujets en cours. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Et là aussi, j'ai apporté tout mon soutien au gouvernement pour qu'il puisse justement aller vers la stabilité. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, les éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Je pense que ce dont la région a besoin, c'est de stabilité. Et ce dont la région a besoin, c'est d'ouverture, de trouver les bons modèles de régulation.
c'est pas au président de la France de le dire, mais d'accompagner toutes ces réformes de décentralisation, de liberté régionale qui sont offertes dans un cadre national clair. Je pense que beaucoup de ces sujets aussi peuvent trouver une issue favorable par une meilleure intégration régionale. Et je l'ai dit, moi je crois beaucoup à la force de l'intégration régionale, pour le Nigeria comme pour le Cameroun, au sein de la CEDEAO. Et tout ce que la France peut faire pour faciliter, y compris dans le cadre d'une politique monétaire qui devrait être repensée, la France le fera. J'ai eu... Donc, une substance de cette visite, interview donnée par Emmanuel Macron en visite au Nigeria. On rappelle, la France est au courant justement du grand défi que le Cameroun a relevé dans le cadre de la crise anglophone et est prête à soutenir le gouvernement. Alors, une chose qu'il faut dire, Emmanuel Macron semble ne pas maîtriser le sujet africain. Hein. Ça se voit tout de suite, parce que le Cameroun n'est pas dans la CEDEAO. Le Cameroun, c'est l'Afrique centrale, c'est la CEMAC, c'est la CEAC, et le Nigeria, c'est la CEDEAO et tout ce qu'on peut imaginer en Afrique de l'Ouest là-bas. Première chose, c'est une incongruité, il faut le relever. Et on a même s'offusqué de ce que le président français ne sache pas que le Cameroun n'est pas dans la CEDEAO. Première chose. Alors, il faut dire que les mots qui sont prononcés par Emmanuel Macron sont assez forts. Pluralisme, régionalisation, stabilité. Ça nous rappelle le discours d'un certain François Mitterrand au lendemain de la chute du mur de Berlin, le sommet de la Bolle, où il parle du pluralisme. Et on sait le tsunami qu'il y a eu après avec le vent de l'Est pour les pays africains. Est-ce que ces propos-là, d'ailleurs, vont entraîner le même dynamisme pour le Cameroun? On verra très bien. Mais bon, Bengan, comment vous appréciez les propos du président français ce matin? Il me semble que le président français a utilisé le même langage que l'ambassadeur des États-Unis, mais avec des mots différents. J'attends donc que le ministre des Relations extérieures appelle l'ambassadeur de France au Cameroun pour le repositionner, en fait, parce que c'est le même conseil, des mots différents. Premièrement, Macron a dévoilé les relations téléphoniques qu'il a eues avec le président camerounais. Parce qu'on a reproché à l'ambassadeur américain d'avoir dévoilé ce qu'il a eu, son entretien avec le président camerounais. Oui. On dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Mais comme le ministère des Relations extérieures ne peut pas interpeller un président d'un autre pays, qu'il interpelle l'ambassadeur en lui disant pourquoi votre président a dévoilé le contenu de leurs échanges avec le chef de l'État. Maintenant, le contenu, c'est la même chose. Mais il faut rester dans le cadre purement diplomatique. Purement diplomatique en ceci que, pour le cas du Cameroun, où Ahidjo avait pris une option singulière, il a dit à la France, attendez, quand je vais vous appeler, vous viendrez. Il n'avait pas pris la décision comme Sékou Touré avait dit non à la France, ou Houphouët-Boigny qui avait dit, venez faire chez nous comme chez vous. Ahidjo avait pris une solution médiane. Maintenant, la France dit les spécificités. Il faut parce que la liberté en France, ça veut dire que quelque part, Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a des spécificités héritées de la colonisation anglaise ou alors britannique dans ces régions-là. Et comment on va les intégrer dans le cadre de la décentralisation? Et pour ça, c'est comme ça que moi je prends le problème. Ça renvoie à ce qu'on dit toujours ici, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mais il a également dit qu'il soutient le gouvernement dans le cadre de la décentralisation. Donc, il n'y a pas à parler de fédéralisme parce que selon ce que j'ai compris, c'est qu'il ne l'a pas dit, mais fédéralisme pourrait apporter beaucoup de questions d'autonomie dans des régions qui pourraient amener à l'indépendance et tout. Or, nous sommes contre. Nous avons dit le petit morceau du Cameroun que la communauté internationale nous a laissé là. Nous devons consolider ces acquis et éviter de rediviser le territoire. On ne nous remettra pas, la France et la Grande-Bretagne ne nous remettront plus la partie qu'ils ont rattachée au Nigeria. Oui. Voilà, donc même la petite portion qui nous reste, vraiment qu'on essaye de vivre ensemble dans cette petite portion. Alors, il faut dire que la France n'a pas une tradition fédéraliste. La France, d'ailleurs, est comme le Cameroun, un État
unitaire décentralisé. Nous, on était un État fédéral. D'ailleurs, oui, la France n'est pas dans cette logique-là. Elle ne peut que conseiller ce qu'elle fait et c'est qu'elle a d'ailleurs. Je rappelle que pour le coup, la France a réussi. Hein, c'est un modèle vraiment d'État unitaire décentralisé avec des présidents de régions hein, qui réussissent à mettre en place des projets. Alors, il y a le SDF qui a réagi par la voix de Jean-Robert Wafo, c'est le ministre du chef de cabinet en charge des médias et de l'information, qui a dit que Macron a parlé en langage diplomatique pour ne pas prendre ouvertement position contre Paul Biya et estime que la non-mise en application de notre constitution de 96, mais également les lois d'orientation portant décentralisation est le réel problème de la crise anglophone. Beaucoup pensent cela. D'ailleurs, en tenant compte des spécificités, parce que pour tenir compte des spécificités, vous laissez à chaque région la possibilité, effectivement, d'implémenter cette politique. Charles Abel, est-ce que vous êtes dans cette logique? Pensez-vous que le Macron est, comme dit Jean-Robert Wafo en parlant de prendre ouvertement position contre Paul Biya? Monsieur Éric Fopoussi, je vais vous dire qu'un président français ne se trompe pas. Il sait ce qu'il veut dire, mais il utilise une finesse. Ils utilisent, regardez le Mitterrand aujourd'hui, subtilité. Oui. Là, l'allusion à la CEDEAO, c'était pour passer un message très clair. Regardez la CEDEAO, regardez la CEMAC. En termes de gestion, regardez au niveau même de l'équilibre, regardez la pression qu'il y a aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la CEDEAO est bien positionnée. Lorsque vous regardez la carte, le Nigeria fait partie de l'Afrique centrale, mais a volontairement choisi d'aller s'inscrire dans une autre logique, celle de la CEDEAO. D'ailleurs, il y a des pays qui poussent pour que le Cameroun puisse également adhérer à la CEDEAO. C'est un discours qu'on entend ici et là. Voilà, donc c'est pour dire que l'expression CEDEAO n'est pas passée. Ne le prenez pas comme ça. Il s'est exprimé avec une subtilité. Il a employé... Non, mais je taquine un peu. Attention. Il a employé 5 termes très forts. La première chose, tenir compte des spécificités. Les francophones ont une éducation, les anglophones ont une autre, comme l'a dit Mbombo, tenant, n'est-ce pas, des réalités, n'est-ce pas, vous vous rappelez, des réalités coloniales. Il faut dire que quand on tient compte des spécificités, c'est deux systèmes différents. C'est deux façons de voir différentes. C'est une façon de vivre, des us et coutumes. C'est un comportement propre qu'ils ont. Il faut tenir compte de cela. Aujourd'hui, vous voyez qu'on tient plus par rapport au déterminisme de ces personnes parce que nous nous trouvons dans une zone où il y a une souplesse, la négociation, la discussion. La deuxième chose, là, la question de la stabilité. S'il parle de stabilité, ça veut dire que la zone, encore, il y a des points d'interrogation qu'il faudrait se poser aujourd'hui. La zone n'est pas stable. Il faudrait une stabilité. Il faudrait la liberté. Et la liberté, elle est fondamentale. Lorsque vous parcourez tout, la liberté est fondamentale. La liberté de dire, la liberté de penser, la liberté de permettre aux gens de s'asseoir sur une même table et de vous dire ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils voient leur avenir, comment est-ce qu'ils voient, quelles sont les projections qu'ils ont pour eux. La troisième, je parle du régionalisme et de la décentralisation. Nous sommes à l'heure de l'accélération de la décentralisation. Bobo vous le dit, le ministère de la décentralisation n'a qu'un seul employé. En ce moment, ils n'ont même pas encore trouvé l'abréviation. Donc depuis là, ils sont en plein séminaire, ils sont en séminaire, ils vont de séminaire en colloque pour trouver l'abréviation du ministère. Donc c'est pour vous dire qu'ils connaissent, ils sont au parfum de ce qui se passe dans ces zones et ils sentent que quelque part, il y a des gens qui retardent, qui bloquent les mécanismes de dialogue, de stabilité, tout en respectant les spécificités. Raison pour laquelle il dit, je vous rappelle alors, et il a fait comme l'a dit Mbombo, plus fort que l'ambassadeur. Attendons donc que le cabinet noir de Yaoundé puisse réagir. De toutes les façons, hein, pour certaines personnes, c'est un discours auquel ils ne croient pas beaucoup, parce qu'ils estiment que la France est à l'origine de tous ces problèmes-là, et qu'on ne devrait pas être dans une logique de pompier pyromane. Alors, Haribel, il faut dire que Emmanuel Macron réagit sur cette question-là sur le territoire nigérien et que cette réaction arrive juste après la visite au Cameroun d'un certain Jean-Baptiste Lemoyne. C'est le secrétaire d'État aux affaires européennes et étrangères là-bas en France. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Éric Fopoussi, ça c'est un manque de respect envers le grand-père. Emmanuel Macron, Paul Biya c'est ton grand-père. Un peu de tenue.
Oui. C'est pas parce que il est arrivé au pouvoir là-bas en France. Paul Biya, le père d'ici là, il est ton grand-père. Arrête de manquer le respect. Il envoie le représentant de bas représentant. Et il peut au Nigeria parler du Cameroun. Merde! Pas possible. Et il est reçu par le père. Le père était allé en France. Vous avez envoyé le maire le recevoir. Mais vous venez chez nous, c'est le père qui reçoit le représentant de bas représentant de l'ambassade de ceci. Et il part au Nigeria parler du Cameroun. Arrête de manquer le respect au père. Le père, c'est le zénith de la politique. Donc, monsieur, oh non, j'aime mal. Il manque le respect. J'applaudis vraiment pour ça. Il faut le respecter. Même Chalamel ne l'est pas fait mieux. Chalamel. Non, là, tu as trouvé le mot. c'est le zénith de la politique. Donc, un peu détenu, le petit-fils de mon père. Si tu veux parler à mon père, à mon grand-père, parce que lui aussi est mon grand-père, viens au Cameroun, on va vous recevoir. Et on connaît même vous recevoir plus que chez vous. Le père, mon grand-père est allé là-bas, vous l'avez reçu. C'est le mec qui l'avait salué. Manque de respect, on a laissé tomber. Aujourd'hui, tu peux encore au Nigeria parler du Cameroun. Non, quand même. Un peu de tenue. Ce que vous avez dit quand même là en quelques secondes, justement, il faut dire des choses comme elles sont. De Gaulle l'avait dit, la France n'a que ses intérêts, n'a pas d'amis. La France a plus d'intérêts au Nigeria qu'au Cameroun. Et pour ça qu'il veut d'abord la stabilité au Nigeria avant de venir parler de stabilité au Cameroun. Donc, il peut dire au Nigeria, bon, aide ton petit frère. C'est en fait ce qu'il veut dire. Mais sache que, toi et moi, les accords cadres, les ceci, parce que ici c'est une chasse gardée, mais veut dire mes intérêts pour le moment, là où ça ne souffre de rien. C'est au Nigeria. Là, bon, on pourrait voir à la longue comment on va se positionner. D'accord. Alors, donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, également sur les propos de Emmanuel Macron. On a quand même fait un tout petit peu le tour de la question pour en ressortir les éléments qu'on pourrait décrypter sur la question. Alors, Florazé, avec vous pour la troisième information de cette revue des réseaux sociaux. La dernière, Eric Fopoussi. Oui. Alors, ici même à Douala, on a pu interpeller un voleur de véhicule. Et puis, ce qui est marrant, c'est que le voleur en question dévoile lui-même son mode opératoire. Il est âgé de 38 ans, il se nomme Fotso, spécialiste justement dans ce type de vol, et puis justement dans la ville de Douala. Alors, le mode opératoire consistait justement à prendre des chauffeurs courses, et puis à l'intérieur, une fois par la suite, il droguait donc ces derniers avant d'emporter les véhicules. Alors le dernier cas, justement, il a réussi à droguer un chauffeur à travers un petit biscuit. C'est-à-dire, vous prenez un taxi course et puis vous dites au chauffeur, alors chauffeur, pour prendre assez d'énergie et tout. J'espère pas un biscuit. Voilà. Alors c'est ce qui s'est passé. Donc le chauffeur a donc été drogué et puis le voleur, M. Fotso, est donc parti avec le véhicule. Lui-même a déclaré qu'il n'était pas son premier forfait. Il a réussi à avoir 5 véhicules comme ça et puis à l'heure où on parle, ces véhicules sont au Gabon. Donc heureusement, grâce à plusieurs plaintes qui ont donc été déposées, la police judiciaire ici même à Bonanjo a pu mettre donc la main sur ce monsieur Fotso. Et maintenant on est quand même à l'abri aussi de ce type de situation. Mais sauf que ce mode opératoire qui est maintenant dévoilé, donc avis à tous les usagers d'être prudents désormais. Oui. Bon, Benguel, comment comprendre cette affaire? L'ingéniosité des brigands. Nous avons vu l'ingéniosité de la dame tout à l'heure. Tout à fait. Même bastonner le mototaximan qui l'a transporté, qui l'a aidé. Donc voilà ce mode opératoire. Je dis, vous qui avez l'habitude de me dire la police, le Cameroun en matière de renseignement est le 3e pays du monde. Mais attendez, et des coups pareils continuent à nous arriver. Et avec Blogui, il y en a même qui disent que il y a des gars qui vous proposent des téléphones portables achetés. Et alors que après, quand vous achetez, vous donnent même une facture, ils vous délivrent une facture et après, il vient déclarer que son téléphone a volé. Et là, dans le téléphone, il y a les GPS, on vient vous attraper. On dit que, et là, la police le sait. Les Chinois font le taper avec l'argent de nos enfants ici. Il manque de pièces, on sait la police. Ici, je tire un coup de chapeau à la police, mais je leur dis, ils ont prêté serment, ils ont été formés pour cela, pour protéger les biens
et les personnes. Donc, en fait... C'est ce qu'ils ont fait, là. Oui, c'est ça que je dis. Il ne faut pas laisser prospérer ce genre de dérives, des brigands. Comment il a fait pour aller hors des frontières et tout ça, alors qu'il y avait des gens qui se sont plaints. Donc, ok, d'accord. Charles Abel, votre réaction sur cette affaire? Je ne vais pas m'intéresser au fait qu'on l'a arrêté, mais plutôt je vais m'intéresser au réseau. Ça ne sert à rien d'attraper un maillon de toute une chaîne. Il faut attraper, c'est toute la chaîne qu'il faut prendre. Parce que comment ces véhicules font pour traverser tous les différents péages, traverser toutes les différentes barrières de police. Dieu seul sait le nombre de barrières qu'il y a entre ici et Bitam. Dieu seul sait comment les gens font pour atteindre Bitam, et Bitam on traverse pour se retrouver de l'autre côté du Gabon. Alors, pour traverser, soit il y a une complicité avec certains officiers de police ou certains officiers d'armée, de l'armée, qui prennent le volant en tenue avec le béret. Ils ne se font pas interpeller, ils sont en mission spéciale, ils sont en ceci. Il faut reprendre. C'est une hypothèse que vous faites. Il faut reprendre, mais ils passent par quel autre moyen que la route? Non, c'est une hypothèse. Non, mais on voit souvent ça. Chaque fois qu'on a eu à interpeller, rappelez-vous, la dernière fois c'était à Kousseri, lorsqu'on a interpellé les gens, c'était je pense un commandant de brigade qui était au volant d'un véhicule. À l'intérieur, il y avait des téléphones volés, il y avait toute une cargaison de produits avec des armes. Rappelez-vous. Donc il faut dire que c'est l'occasion aussi de dire que tous les véhicules avec des policiers, des hommes en tenue à bord devraient être interpellés. Parce que ça, il dit qu'il a fait passer 5. Posons-nous la question. Soit au niveau de ces barrières, de ces différentes barrières, c'est un réseau connu et c'est bien huilé. Tout récemment, ici, vous étiez les premiers à dire que la note signée par Martin Bangangele du GSN, qui évidemment reprenait des hautes instructions du chef de l'État pour contrôler tous les véhicules administratifs et militaires. Vous disiez ici que ça ne prospérerait pas. Donc, vous comprenez dans quel... Mais attends, on vous a dit qu'on l'a pris... Dans quel pays vous sommes? Donc quand vous appelez à un contrôle, là, ils seront pas contrôlés. Ça, c'est sûr. Mais il faut clairement dire sur ce plateau que le Cameroun, dans ce registre-là, a quand même réussi de plus en plus à traquer des personnes comme ça. C'est une très bonne nouvelle, des faussaires, des fémans, parce que la fémania est un phénomène qu'on doit pouvoir réprimer jusqu'à la dernière... dénoncer. Quand on dénonce, il faut bien qu'on referme les enquêtes. Monsieur Rifopoussi, je parle à Mondovision, les gens me regardent. Sur 100 véhicules appartenant aux hommes en tenue, 95 n'ont pas de papier. 5% seulement ont des papiers. Je dis 95 n'ont pas de papier. Ici à Douala. Lorsque vous avez un simple accident avec Issor, il vous fait ce qu'on appelle le CISA. C'est l'arme. Il commence à gronder. Est-ce que vous savez que c'est la voiture de l'armée? Est-ce que, je dis, ça n'a pas de papier? Je vous le dis. Ça n'a pas de papier. Oui, absolument. Alors Florazé, également votre réaction rapidement. Oui, Eric Fopoussi, prudence, parce que c'est pas... Ils ont plusieurs méthodes. Ils ont plusieurs astuces, Eric Fopoussi. C'est-à-dire même dans des conversations et autres. Sauf que maintenant, on peut tirer un coup de chapeau à la police. Mais est-ce qu'à chaque fois quand on va pour dénoncer ce type de méthode, des actions et tout, quand on ouvre une enquête, est-ce qu'on la referme le plus souvent? C'est pourquoi je reviens avec ce que Mbomboka a dit. Donc il faut de plus en plus que ces personnes qui ont prêté serment, c'est-à-dire fassent leur travail. Fassent le travail, Eric Fopoussi. Non, ils ont tous les moyens. Non, ils ont tous les moyens. Parce que... Non, ils ont tous les moyens. Il faut tout simplement dénoncer. Parce que quand Chalamé parle d'un réseau qui est bien huilé, il faut qu'il y ait une personne folle. Il faut une personne folle pour dire ici on va dénoncer. Il faut que les Camerounais se sentent en sécurité dans ce pays. Moi je comprends ce que les bandits développent leur technique. Mais c'est ici qu'on nous a dit qu'on connaît le fief des personnes qui prennent la drogue, où on vend le tabac, etc. et tout, que la police ne fait rien. Florazé, pour vous conforter, je crois que le véhicule qui a été volé là doit être un véhicule d'un haut placé qui a décidé de mettre la main sur eux et dit que vous ne mourrez pas. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec vous là. Si ça va être un kidam n'importe comment, je suis certain que cette affaire ne doit pas prospérer avec autant de diligence. Je suis d'accord avec vous. On a arrêté, l'adjudant-chef qui avait arrêté le trafic de véhicules, les gars allaient voler au Tchad. Ils allaient voler les véhicules pour revenir vendre ici au Cameroun. On les avait attrapés, c'était sur le corridor qu'on les avait, c'était un adjudant. On a dit, voilà ta mission. En une journée, on a mis tous ces gars au pas. À la fois, on s'est rendu compte que c'était des hauts gradés.
c'était des hautes personnalités. Non, mais qui a Bien sûr, c'est clair. On vous amène un véhicule 115 millions, moi, pauvre, je ne peux pas acheter. Ah, voilà. Il y a des gens, il y a des consommateurs de ce type de véhicule. Faites le tour. C'est pour ça qu'on interdit les drones. Faites le tour de certains domiciles. Vous allez voir les véhicules qui sont parqués en dessous de cette... Mais vous parlez de quoi? Oui, Les bon, méthodes, les bandits sophistiquent leurs méthodes. La police a aussi des méthodes sophistiquées. Tout à fait, oui. Donc, et ils ont ceci qu'il y a Interpol. La gendarmerie également. D'accord. Donc vous ne pouvez pas, dès lors que les bandits et les braqueurs développent une stratégie, une méthode de quoi que ce soit, la police est au courant et elle sait comment traquer. Voilà. Donc ce n'est pas la police qui doit savoir que nous devons réhabiliter la police scientifique. Nous devons ci, nous devons ça. Et c'est comme ça. Et d'abord, je vous dis un truc. Comment vous pouvez me dire, M. Fopossi Negou, qu'un colonel, commandant de légion de gendarmerie du littoral, démontre un réseau, un vaste réseau de fraude dans la place portuaire à Douala. Ça va déjà faire 2 ans. On ne sait pas ce qui se passe. On vole les cachets du chef de la présidence de la République, même les cachets secs. Et tout. Oh, c'est un ça fait 11 mois que ceux qui ont fait les cartes nationales d'identité n'ont pas récupéré. Ah, voilà. D'accord. Ça fait 11 mois qu'on n'a pas les cartes, les gens n'ont pas les cartes nationales d'identité. Oui. Ils marchent avec des récépissés. Ils marchent avec des récépissés, monsieur le Fopossi. Vous parlez de Et quoi? maintenant, justement, et les téléphones portables commencent à être bloqués parce que justement, dans le 11 niveau mois. de l'identification, ça cause 11 problème. mois sans carte nationale d'identité. 11 mois. D'accord, merci. Alors, il faut dire que le Cameroun, en la matière d'ailleurs, est champion parce que les gens, parce qu'ils ont des postes très élevés, étouffent des affaires qui sont en cours. C'est réellement un vrai problème dans un pays qui se réclame étant état de droit. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces informations sur les réseaux sociaux. On met un terme à celle-là, à cette partie de l'émission. La suite avec interpellation. À tout de suite. Il faut alors qu'on développe à nouveau les stratégies, les autres stratégies pour voir comment on peut sortir ces 2 régions dans cette crise. Et de là alors, il faut un dialogue, il faut préconiser le dialogue, parce que c'est le dialogue qui doit vraiment, à travers ce dialogue, on peut trouver une solution à cette crise anglophone et que l'année 2018 alors soit stable dans toutes ces 2 régions et que chaque enfant doit retourner à l'école. Pour voir comment on peut résoudre ce problème et que les 2 régions soient réunies puisque le Cameroun est un et indivisible. Et là, il n'a pas vraiment touché ce point. Est-ce qu'on attendait vraiment de lui? Donc ça ne m'a pas vraiment étayé tout son discours-là. Voilà pour interpellation de ce matin, le commentaire de Bob Bégan sur ce qu'a dit le compatriote. Je pense que le compatriote là est su bien Equinox. Hein. Voilà. Effectivement, parce qu'il est dans notre sillage, on veut un dialogue parce que nous ne voulons pas la sécession du pays. Et comment parvenir donc à éviter la sécession? C'est pour ça qu'on parle de dialogue. Et c'est, moi, j'ai chapeau à lui, puisque même le peuple commence à, j'avais dire, à adhérer et à comprendre ce qui se passe réellement. Oui, c'est-à-dire que la minorité de Camerounais qui disent sécession, qu'on leur demande de changer de nationalité s'ils veulent. Maintenant, les problèmes qui existent, on peut les voir sur la même table et causer, conserver notre territoire uni et indivisible. Oui, bien sûr, parce que Equinox sur cette question est clair, sans ambiguïté ni ambivalence. Equinox est clairement contre la sécession et d'ailleurs le dialogue est évidemment la solution ou bien la panacée. Parce que tout le monde sait, même notre mère patrie, Macron vient de le dire, dialogue, la paix. Comment vous allez consolider la paix que vous voulez faire si vous ne dialoguez pas? La liberté. Laissez les gens s'exprimer. D'accord. Qu'ils disent. Et là maintenant, lorsque les Camerounais vont s'entendre sur quelle est la forme de l'État, allez, ça va. Les autres problèmes seront des détails à gérer. D'accord. Alors, cher Lamel, dans votre j'ai vu d'hier dans la colère, vous sembliez également confirmer une position claire sur Equinox, position éditoriale claire sur Equinox. Oui, il faut le préciser, monsieur Éric Fopossi. Oui. C'est de dire que les Camerounais se sont posés une question. Que le chef de l'État agisse pour le bien
du Cameroun. C'est-à-dire, nous allons tous dans le sens de l'unicité et, comme on le dit souvent, l'universalité de la défense. Le peuple est prêt. La sécession, non. Rappelons-nous même des propos employés par le chef de l'État au lendemain des émeutes de la fin de février 2008. Il avait posé une question: voulez-vous qu'on revive ce qu'on avait vécu dans les années 70, 55, 70 avec le Maquis? Ce n'est pas notre intention. Que les gens voient ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que les gens voient ce qui se passe en Centrafrique. Notre langage et notre mission, c'est de dire non. Non à la sécession. Et s'il faut combattre la sécession, je serai le premier, moi, à prendre la machette ou à prendre les armes, à accompagner pour aller combattre la sécession. Oui, à un Cameroun un et indivisible. Et je pense que ce que le compatriote a dit est fondamental. Nous devons nous asseoir. Nous appelons au dialogue, et encore au dialogue. Absolument. Et bien sûr, préserver l'intégrité territoriale du Cameroun dans ses frontières actuelles. On va dire merci à ce compatriote pour son interpellation ce matin et sa contribution davantage pour ce programme. Alors, Florazé, on fait recours à vous une fois de plus pour prendre les réactions de nos téléspectateurs sur les différents sujets que nous mettons sur la table ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Alors, qu'est-ce qui a déjà marché dans notre pays depuis le début de cette collecte? J'ai toujours pensé que c'était de la diversion. La corruption marche. On a été 2 fois champion du monde de corruption. Absolument, et on peut évidemment clairement le dire ici. Voilà. Alors, autre réaction de Séverin Djonkam qui pense que, bon, par rapport à l'histoire, le monde est devenu méchant. Car mon grand-père me disait toujours, si au cours de ton chemin, tu trouves quelqu'un couché, continue juste ton chemin, car tu n'es ni la première personne à la trouver dans cet état, donc soyons très sages ici dehors. Non, ce n'est pas une position de sagesse. Vous n'êtes pas son grand-père. Son grand-père ne lui a pas dit ça. Puisque son grand-père, à notre époque, on savait qu'on accrochait les régimes de bananes, on mettait de l'eau propre, potable. On sait que n'importe quel passant pouvait prendre et manger. Et si le passant vient et que vous savez qu'il va pleuvoir, vous ne pouvez pas laisser le passant partir. Même la nuit, vous dites, monsieur, vous ne passez pas, vous dormez. Donc, je crois que tu le dis par bon contexte. Non, laissez le contexte, justement, ça ne va pas nous amener à ne pas faire du bien. Allons plus loin en disant que on s'arrangeait dans le village, dans chaque bloc de chaque village, à mettre des lieux d'aisance, pour le voyageur. C'est-à-dire que quelqu'un arrive aujourd'hui, qu'une envie vous prenne. À quoi? Ayez juste envie, allez toquer la porte de quelqu'un, selon Beaumont, tu veux venir rester chez moi. Voilà. Une envie tout simplement parce qu'il n'y a pas de toilette. L'Afrique n'a pas connu ça, comme le dit Bongo. On respectait le voyageur, le passager. L'autre message, Florazé, l'autre message, je vous en prie. Alors, il nous faut le PAJU, comme toutes les précédentes initiatives, celle-ci va tomber à l'eau. Autre réaction ce matin, il y en a tellement. Je ne suis pas d'accord. Personne ne sait justement à quoi va servir cet argent. C'est une grosse arnaque. D'accord. Peut-être comme il y a tellement de ne pas appeler surtout. D'accord, donc il faut clairement dire ce matin que cette initiative de collecte de fonds confirme que les Camerounais ont fort besoin de transparence. Les Camerounais sont dans une logique de traçabilité des fonds. Nous avons l'habitude de le dire. Regardez comment les Camerounais s'étaient rangés derrière les chefs d'État lorsque un certain Sani Abacha a voulu engager la guerre à Bakassi. Les Camerounais ont dit: nous sommes derrière notre armée, derrière le chef de l'État, tout le monde en cœur. C'est de la même manière qu'on disait au chef de l'État, on répète au chef de l'État. Dites-nous, engageons comme ça, ces gars, il faut nous voulons un Cameroun uni. Si on n'a pas laissé, on vous a laissé et donné le courage d'attaquer le Nigeria, pourquoi les Camerounais, puisque le Nigeria c'était un pays, comment un groupuscule peut penser qu'il peut déranger toute une nation, alors que hier on avait un pays qui voulait nous prendre une portion du territoire. Donc c'est pour cette raison qu'on dit, on est prêt. D'accord, bon, Florazé. Il y a une autre réaction, il devrait par rapport à... Emmanuel Macron? Non, par rapport à Kodo, il devrait s'adresser au ministre. Ces derniers n'ont certainement pas proposé une suspension sur du beurre.
Comment mais pourquoi vous non, mais on a suffisamment parlé de l'affaire Roger Kododang, donc non, on n'a pas encore parlé. On attend le rapport. On attend le rapport d'Audi. C'est là où on va parler. J'aimerais savoir à quoi sert le ministère des Affaires sociales. C'est grave ce qui se passe au pays. Ce n'est pas logique. Léo qui réagit. Voilà, ça existe sur le papier. Après la collecte, cette agence sera simplement détournée. Je suis d'accord que nos dirigeants arrêtent avec l'hypocrisie. Nous savons tous où finira cet argent. Je propose au président de la République de recommander la construction d'un port en eau profonde à Limbé. Un aéroport international dans ces deux régions. Oui, c'est bon pour le port à Limbé, c'est prévu. Donc il y a un port en eau profonde. D'ailleurs, c'est les Sud-Coréens qui sont sur ce projet-là. C'était prévu depuis le 3e. Voilà, donc c'est prévu. Voilà, d'ailleurs. C'est aussi le FAM Dongwa aussi un projet de faire des écoles de développement dans son pays. Bon, je parle d'un projet. Il y a des projets. Ça reste un projet. Il y a même eu d'ailleurs à Limbé, je m'en souviens encore, toute une réunion d'ailleurs d'explication, de présentation de ce projet-là, un projet magnifique. Monsieur Eric, alors, les projets structurants ont pris combien de temps? Nous en sommes où? Avec les projets structurants. D'accord. Alors, mais c'est vrai quand même que ça aurait été aussi un gage de bonne volonté du président Paul Biya que de construire de grandes infrastructures dans cette partie du pays, des grands barrages, puisque évidemment on a la possibilité d'y faire des grands barrages qui permettra au Cameroun d'être à l'abri de ce déficit énergétique qui nous fait souffrir tant, mais également un aéroport international, c'est possible, c'était des gages qu'on pourrait avoir, et d'ailleurs c'est pourquoi on appelle au dialogue, parce que dans ce dialogue-là, les gens pourront dire leur frustration, pourraient dire ce qui ne va pas et pourquoi ils sont exclus de la République, et en retour on pourrait évidemment disjoncter des projets dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'il dit, tout à fait correct. Nous attendons l'Assemblée constituante. Oui, absolument. C'est ça que nous attendons, l'Assemblée constituante. Celle oui. qui est prévue en 1957. D'accord. Oui, celle qui n'a jamais eu lieu, de toutes les façons. Elle n'a jamais eu lieu. Je vous rejoins juste en précisant. Oui, elle n'a jamais eu lieu. Peut-être l'occasion, à travers ce dialogue, de faire une Assemblée constituante qui permettra aux Camerounais de choisir la forme d'État qui leur convient. Florazé, un dernier message. Lorsqu'on fait une quête volontaire, on y met un peu de chaud afin que les autres donnent plus. C'est ce qu'a fait le gouverneur de la région du littoral avec son parler encore. Non mais écoutez. Il vous a repris. Il vous a repris. Alors, mais à quoi c'est cet argent? J'avoue, non, Florazé. Il vous a bien eu là. Non, mais attention. Comment? Je veux dire, non, mais attention. Le parler encore, c'est dans un esprit de compétition nocive. Parce que le centre a contribué, on ne va pas nous avoir avec ça. Quand on veut faire que les gens contribuent davantage, je ne sais pas avec un parler encore, surtout que ça vient à la fin de la collecte. C'est pas au début, je dis pas là encore. Et puis quand il faut faire le show dans les ventes aux enchères, on sait comment ça se passe. C'est pas le rôle du gouverneur. Il y a des gens qui sont spécialisés pour haranguer les foules. Donc ils ont attention quand même. Donc voilà. Faut pas nous avoir comme ça. C'est pas possible au Zénith. Voilà. Merci beaucoup à vous, cher Label, comme toujours, Florazé, Boro Bengan et plus Haribel. Nos équipes en plateau avec évidemment François Dikoumé, Nadine Guanfo et Carlos Minoui. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Restez surtout sur notre antenne. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Et comme toujours, le rituel, la phrase rituelle pour tout le monde, que Dieu bénisse le Cameroun.